Renaissant sous la forme d'un noble surendetté au sein d'un immense empire spatial, Liam fait un doigt d'honneur à l'univers et jure de devenir l'ultime seigneur du mal. Déterminé à mettre ses pouvoirs au service de la méchanceté, il commence à faire des ravages en exploitant ses pouvoirs. Mais peu importe la méchanceté de ses actions, elles finissent toujours par profiter à l'Empire même qu'il essaie de détruire. La méchanceté n'a jamais été aussi frustrante. Lorsque cet homme découvre que sa femme l'a trompé et qu'il doit payer une pension alimentaire pour une fille qui n'est même pas biologiquement la sienne, il fait ses adieux au monde cruel et commence une seconde vie dans un autre monde en tant que seigneur maléfique. L'histoire commence avec Liam, un loser pathétique d'âge moyen qui mène une vie ennuyeuse avec sa femme et son enfant ingrat qui ne savent que prendre sans jamais donner en retour. Pourtant, en tant que mari et père responsable, Liam prend des jours de congé chaque fois qu'il le peut pour passer du temps avec sa famille. Il sacrifie ses propres rêves et passions pour sa fille, Kanami, et lui achète tout ce qu'elle désire, qu'il en ait les moyens ou non. Un jour, le patron de Liam le convoque dans son bureau et le gronde pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Mais il tolère l'environnement toxique de son entreprise, de son patron et de ses collègues pour subvenir aux besoins de sa famille. Son amour pour eux lui donne la force de continuer. Mais tout s'écroule lorsqu'il surprend sa femme, Mika, en train de déjeuner avec un inconnu et de ricaner alors qu'elle est censée être avec leur fille, Kanami, au club de sport. Liam ne confronte pas Mika dans l'immédiat et rentre chez lui plus tard, où il l'interroge sur sa journée au club de sport. Comme elle et Kanami se portent garantes l'une de l'autre, Liam oublie l'affaire, se disant qu'il ne devrait peut-être pas soupçonner sa femme, qui lui a été si loyale. Il continue à travailler sans relâche, mais le moindre doute subsiste dans son cœur. Et pour se débarrasser de ce sentiment troublant, il se rend à l'endroit où il a trouvé Mika avec un autre homme le lendemain, et la retrouve à nouveau, cette fois-ci avec Kanami. Il écoute la conversation qu'elle a avec un homme au téléphone lorsque Kanami mentionne qu'ils sont ici pour rencontrer son père. Il continue donc à les suivre jusqu'à ce que l'amant de Mika entre en scène et que la mère et la fille agissent comme s'il était l'homme de leur maison. Incapable d'accepter la réalité, Liam se convainc que Mika ne le trompe pas et continue à travailler comme un forcené pour nourrir sa famille. Liam reçoit un appel de Mika qui lui annonce une terrible nouvelle. Kanami a eu un accident. Il se précipite alors à l'hôpital et apprend que sa fille est actuellement en train de subir une opération. Le médecin arrive et informe Liam et Mika que Kanami a un besoin urgent d'une transfusion sanguine. Par coïncidence, son groupe sanguin est O positif. Seul le groupe sanguin de Mika correspond à celui de Kanami. Alors, elle entre dans la salle d'opération pendant que Liam attend dehors, de plus en plus troublé. Son propre groupe sanguin est AB positif, et scientifiquement, il est impossible qu'un père avec ce groupe puisse avoir un enfant de type O. Cette révélation choquante lui fait comprendre que Kanami n'est pas sa fille. Incapable d'accepter cette vérité, il confronte Mika après la guérison de Kanami, la suppliant de lui dire la vérité. Cependant, au lieu de montrer de la culpabilité, Mika le manipule émotionnellement, affirmant qu'il ne se soucie jamais de sa famille et qu'il ne passe aucun temps avec eux. Liam tente de se défendre en expliquant qu'il travaille dur pour leur fournir un toit et de la nourriture. Mais Mika reste campée sur sa position, déclarant que son travail ne suffit pas à offrir à Kanami une éducation de qualité. Elle lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite avant leur mariage, celle de toujours la rendre heureuse. Selon elle, il a échoué à tenir cette promesse depuis 10 ans. D'après elle, tout ce temps, elle s'est sentie comme une mère célibataire, car Liam n'était jamais là pour elle. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle ne le considère plus comme un membre de sa famille. Honnêtement, toute cette mise en scène, au lieu de répondre à la question de savoir qui est le père de Kanami ou si elle l'a trompé. Quoi qu'il en soit, Mika en a assez. Si elle reste ici plus longtemps, elle risque de se sentir coupable. Elle se lève donc et décide d'abandonner cette maison pour toujours avec Kanami et de rester avec son nouveau papa. Liam supplie Mika d'être rationnelle et demande à Kanami de prendre son parti.
mais même le petit diable le trahit, déclarant qu'elle préfère son autre papa à lui. Alors que sa famille se désagrège, la vie professionnelle de Liam se dégrade elle aussi. Son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent de la société vers un compte bancaire non identifié, ce qui lui fait réaliser que lorsqu'il s'est précipité à l'hôpital il y a quelques jours, il a accidentellement laissé son PC ouvert et que quelqu'un a peut-être transféré l'argent depuis son PC. Mais n'ayant aucune preuve, Liam est puni et non seulement il est renvoyé, mais il est forcé de travailler comme ouvrier pour rembourser les fonds perdus par l'entreprise. Micah utilise la mauvaise situation financière de Liam comme excuse pour demander le divorce, non seulement en obtenant la garde complète de Kanami, mais aussi en exigeant une pension alimentaire, ne sachant pas comment il va pouvoir payer sa dette. Liam tente d'échapper à la réalité en regardant son anime robot Mesha préféré avec l'un de ses vieux amis, mais son cœur brisé ne lui permet pas de le faire non plus. Il ne peut qu'espérer que les choses s'arrangeront s'il travaille dur et qu'il pourra revoir sa fille, même si elle préfère l'autre père. Il croit que toutes ses difficultés et tous ses sacrifices seront récompensés par Dieu, mais Dieu a d'autres projets. Il l'a gratifié d'une maladie qui commence lentement à le tuer de l'intérieur. Sans assurance ni argent pour se soigner, Liam finit par abandonner lorsqu'une lumière aveuglante apparaît devant ses yeux, lui montrant que ce n'est autre que son propre patron qui a détourné l'argent de l'entreprise sur son PC. De plus, la personne avec qui Micah a eu une liaison est également son patron. La scène montre Micah et le patron de Liam célébrant la misère de ce dernier, ce qui le déchire de l'intérieur et le pousse à implorer les dieux pour que ce cauchemar ne soit qu'un mauvais rêve. À ce moment-là, une figure mystérieuse apparaît devant Liam, déclarant que tout ce qu'on lui a montré est la vérité. Liam hurle à l'agonie, voulant se venger de ceux qui lui ont fait du tort, ce qui ne fait qu'amuser le mystérieux personnage. La figure déclare qu'elle s'intéresse à Liam parce qu'il est un homme bon. Mais Liam ne se soucie plus d'être bon, car tout le monde l'a baisé parce qu'il avait ce trait de caractère. Supposant que cette figure est une sorte de divinité, Liam lui demande de lui accorder une seconde vie où il pourra faire ce qu'il veut. Cette fois-ci, il veut devenir le méchant ultime qui marchera sur tous les autres. La mystérieuse divinité accepte et lui donne la possibilité de choisir entre 5 mondes différents pour se réincarner. Parmi eux, le fantastique, le surnaturel, le drame d'époque, le Far West, l'ère jurassique et, enfin, les robots et les batailles spatiales. Liam choisit celui des vaisseaux spatiaux, car il lui rappelle les jours passés avec ses vieux amis à discuter de ce type d'anime. La divinité accepte et dit à Liam qu'il s'agit d'un monde fantastique de science-fiction où la science et la magie coexistent et qu'il naîtra dans la maison d'un comte qui dirige une planète. Alors que Liam signe le contrat, la divinité envoie son âme vengeresse pour qu'elle devienne le chef des robots et l'ultime brute de l'espace. Lorsque Liam ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune enfant allongé sur la terrasse de CE qui ressemble à un manoir qui n'a pas été touché depuis des décennies. Comme l'a dit la mystérieuse divinité, Liam se trouve maintenant sur une planète nommée Hydra, gouvernée par son père, le comte Banfield. Les domaines résidentiels sont entièrement entourés de plantes, y compris la maison de Liam, qui ressemble à un arbre de Noël dystopique. Alors que Liam se dirige vers l'intérieur, sa mère le surprend et lui souhaite un joyeux 5e anniversaire. Grâce à la magie du transport, elle l'emmène dans une autre pièce pour lui montrer le gâteau royal préparé pour son anniversaire et lui donner son cadeau. Il ouvre le gros paquet cadeau et découvre un petit appareil suspendu à l'intérieur, qui, selon sa mère, est un bon de commande pour un robot fabriqué par l'IA. Liam ne comprend pas grand-chose et appuie sur un bouton aléatoire du gadget, ce qui fait apparaître un écran de personnalisation du personnage. En résumé, il doit maintenant choisir l'apparence de la bonne. Alors qu'il suit le long processus de sélection, sa mère lui explique qu'après avoir choisi un modèle, il devra envoyer la feuille de commande au fabricant pour recevoir son robot unique fabriqué par l'IA. Elle mentionne avec désinvolture qu'il doit également sélectionner les parties intimes de la femme de chambre. Bien que cela soit extrêmement déplacé,
Elle agit comme si c'était tout à fait normal. Le père de Liam entre à son tour et, en guise de cadeau d'anniversaire, fait de Liam le nouveau chef de famille, à condition que les deux parents passent le reste de leur vie sur la planète impériale. Il assure Liam que le fait de ne pas les avoir à ses côtés lui donnera plus d'autonomie. Il précise également que Liam doit leur verser une allocation mensuelle pour qu'ils puissent vivre en paix. Liam accepte toutes ces conditions, ce qui incite son père à appeler le grand chambellan pour lui remettre les documents officiels et confier la maison à son enfant de 5 ans. Liam ne pose aucune question et, alors qu'il signe le contrat, son père mentionne une dernière chose. Désormais, c'est sa bonne qui s'occupera de lui. Une fois ce point réglé, ses deux parents s'enfuient comme s'ils venaient de se débarrasser d'un énorme fardeau, laissant Liam s'interroger sur ce qui vient de se passer. Il a gagné du pouvoir, de l'influence et de la richesse, tout ce qu'un homme peut demander en un clin d'œil. Mais en même temps, il a l'impression d'avoir tout perdu. Cependant, comme Liam conserve tous les souvenirs de ses vies antérieures, il est un adulte à l'intérieur et n'a pas besoin de nouveaux parents pour le garder. Son objectif est désormais de devenir un seigneur du mal et d'exploiter tout ce qui l'entoure. Il est reconnaissant à la divinité de lui avoir accordé une seconde vie et la remercie de tout cœur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la raison pour laquelle sa vie initiale a été ruinée est due à la même divinité, qui a manipulé sa femme Mika et son patron dans le seul but de les divertir. Alors que l'émission de Liam touche à sa fin, la divinité décide qu'il est temps pour Mika et le patron de Liam de souffrir à leur tour. D'un simple claquement de doigts, le patron de Liam est arrêté par la police pour avoir détourné des fonds de l'entreprise. Avec son départ, Miss Gold Digger perd son or, ce qui marque le début de sa chute. C'est le début d'un nouveau spectacle divertissant pour la divinité maléfique. La divinité révèle qu'elle se nourrit de ressentiment, de colère, de haine et de désespoir. En fait, de toutes les émotions négatives. C'est pourquoi il a envoyé Liam dans le monde de l'Isekai, qui a soif de divertissement. Alors que la divinité ouvre une autre porte dimensionnelle pour partir après avoir envoyé l'âme de Liam, un chat divin entre furtivement dans la pièce avant de partir au moment où la porte est sur le point de se refermer. On ne sait pas trop ce qui vient de se passer, mais le chat doit avoir une certaine importance dans l'histoire. Dans l'univers parallèle de Liam, une guerre spatiale a éclaté parce que ce nigo chauve voulait montrer la puissance de feu de son équipage de pirates. 16 robots mecha sont sur le point d'écraser les ennemis quand soudain, Christiana, la première princesse chevalier du Saint-Royaume de Leib, entre dans l'arène et tranche toutes les troupes ennemies comme dans du beurre. Elle esquive facilement les assauts frontaux et, avec elle à la tête de la charge, il ne faut pas longtemps pour que la ligne de front ennemie soit complètement anéantie. Les pirates commencent à battre en retraite, comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Mais la princesse ne les laisse pas s'échapper, car elle souhaite que chacun d'entre eux regrette d'avoir dérangé son royaume. Pendant ce temps, Liam reçoit son robot personnalisé fabriqué par l'IA, livré dans un grand paquet de poupées. D'un simple toucher, le paquet se transforme en une servante à l'apparence générique qui se présente comme un maquisard. Sans perdre de temps, Liam commence immédiatement à palper les melons de sa nouvelle servante, se contentant de dire qu'il s'agit d'une inspection minutieuse de la marchandise lorsque son chambellan l'interroge, souhaitant poursuivre sa séance d'inspection en privé. Il emmène Amagi dans sa salle de jeu et ne fait absolument rien qui sorte de l'ordinaire. Croyez-moi. Plus tard dans la nuit, Liam met Amagi au travail, lui faisant faire tout ce qu'il veut, préparer du thé, faire des massages et même le baigner. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que cet enfant en pleine forme ne devienne un oncle de KFC. Le grand chambellan, toujours stressé par ce qui a pu se passer dans la salle de jeu, observe Liam avec une inquiétude croissante. Remarquant son inquiétude, Liam le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter malgré son corps de 5 ans. Son esprit est celui d'un adulte de 36 ans. Entendant cela, Amagi le corrige, expliquant que dans cet empire,
l'âge adulte est officiellement reconnu à 50 ans, bien que la plupart des gens ne se considèrent pas comme de vrais adultes avant d'avoir franchi la barre des 100 ans. Elle mentionne également que les humains vivent ici entre 5 et 600 ans, ce qui paraît soudain logique à Liam. Compte tenu de la priorité accordée par ce monde à la préservation de l'environnement, tout ce qui les entoure est vert et bien préservé. Voyant que Liam se sent un peu trop à l'aise avec l'IA, le grand chambellan intervient, l'avertissant que l'Empire méprise l'intelligence artificielle. Si un noble comme Liam est vu en train de s'approcher trop près d'une poupée IA, les rumeurs vont se répandre. Curieux, Liam lui demande d'en dire plus. Le chambellan lui explique alors que l'humanité a failli être anéantie par l'IA dans le passé. Liam, confus, demande si elles n'ont pas été programmées avec les 3 lois fondamentales de la robotique. Mais le chambellan le regarde d'un air absent, ignorant totalement ce que Liam veut dire. À ce moment-là, Liam comprend exactement où les choses ont mal tourné dans ce monde. Le vieil homme poursuit son récit, expliquant que durant cette période sombre, un groupe de braves guerriers s'est battu contre l'IA dévoyée et a miraculeusement gagné, fondant ainsi l'Empire. Cela soulève une question importante. Si l'Empire méprise tant l'IA, pourquoi la mère de Liam lui a-t-elle offert un objet qui pourrait lui causer des ennuis? Le grand chambellan hésite d'abord, mais comme Liam est désormais le nouveau maître, il finit par dire la dure vérité. Les parents de Liam l'ont abandonné et se sont enfuis, le laissant hériter des énormes dettes qui pèsent sur leur famille depuis des générations. Apparemment, l'arrière-grand-père de Liam était un souverain avisé, mais il n'a pas su élever correctement son héritier. Cet héritier a tout gaspillé et depuis, les dettes de la famille n'ont cessé de s'accumuler. Le chambellan prédit que les choses ne feront que se dégrader à partir de maintenant pour cette planète. Et après avoir appris cette nouvelle information, Liam se demande comment il est censé devenir un seigneur maléfique alors qu'il ne possède ni richesse ni pouvoir. Pendant ce temps, dans un bar, les gens commencent à discuter de leur nouveau seigneur, Liam, se demandant si les gens du peuple seront toujours à la merci des nobles. La barmaid garde espoir, estimant qu'un enfant de 5 ans ne peut pas être aussi méchant que les précédents seigneurs. Mais les autres ne sont pas du même avis, convaincus que ce pays va connaître une nouvelle ère de souffrance. Pour en revenir à Liam, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un enfant de 5 ans comme lui est chargé de si lourdes responsabilités. Il commence à penser que ses parents l'ont mis au monde uniquement pour pouvoir lui transférer toutes leurs dettes. Le chambellan confirme cette hypothèse, ce qui amène Liam à se demander s'il n'est pas destiné à être utilisé, maltraité et jeté au rebut comme dans sa vie précédente. Puisque lui et Amaji semblent être des parias dans ce monde, Liam propose qu'ils unissent leurs forces pour survivre. Il fait le serment de prendre le pouvoir et de montrer à tous qui est le chef, invitant une fois de plus Amaji à se tenir à ses côtés en tant que partenaire. Cependant, Amagi lui rappelle que son seul devoir est de le servir en tant que servante, et non en tant qu'égale. Elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins et lui dit de se sentir libre de la commander comme il l'entend. Au cas où Amagi deviendrait un jour rebelle, Liam établit sa propre version des 3 lois de la robotique, qu'il nomme les 3 lois de la servante robot. Premièrement, elle ne peut pas faire de mal à son maître ni causer quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Deuxièmement, elle doit obéir à tous les ordres de son maître, sauf s'ils contredisent la première loi. Troisièmement, elle doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec les lois précédentes. Liam se tourne ensuite vers Amagi pour lui demander conseil, estimant qu'en tant qu'IA, elle devrait avoir de vastes connaissances en matière d'administration et de gouvernance. Elle suggère qu'ils utilisent une capsule éducative. Apparemment, en utilisant cette capsule, Liam peut installer tellement de connaissances dans son cerveau en seulement 6 mois, tout en renforçant son corps. L'idée plaît à Liam, qui décide de la mettre en œuvre et confie à Amagi le rôle de superviser son domaine, la plaçant ainsi à la tête du territoire. Le grand chambellan s'oppose fermement à cette décision,
Mais il ne parvient pas à s'imposer face à l'esprit de Liam et à l'intelligence avancée d'une IA. Tout étant réglé, Liam se prépare à entrer dans la capsule éducative. Avant d'entamer le processus, il pose une dernière question à Amaji. Les IA de ce monde ont-elles des émotions? Même ici, l'IA peut imiter le comportement humain et juste pour le bien de l'anime, oui, elle a des émotions. Laissant tout entre ses mains, Liam entre dans la capsule et se plonge dans un sommeil cryogénique pour les 6 prochains mois. La divinité mystérieuse qui prétend être le guide est un être détaché qui se nourrit d'émotions négatives. Il s'est déjà débarrassé de Liam, de sa femme et de l'amant de celle-ci et cherche maintenant sa prochaine cible. Il se dirige à nouveau vers la Terre, où il pose les yeux sur une jeune femme qui, dans un magasin de nouilles, s'apprête à prendre le meilleur repas de sa vie. Mais au moment où elle ouvre sa baguette, celle-ci se brise de manière irrégulière, ce qui, dans la culture japonaise, est considéré comme un mauvais présage et est censé apporter le malheur, voire la mort. La raison pour laquelle les baguettes se sont brisées de façon irrégulière est que la divinité guide aime le nombre d'émotions négatives qu'elle génère à cause d'une si petite chose. Pendant ce temps, dans le monde de Liam, ce dernier a fabriqué un poids Mogi pour son réveil devant sa capsule éducative. La capsule s'ouvre et Liam se réveille, découvrant qu'il a dormi pendant 2 ans et que son corps physique a grandi et a été renforcé par le programme d'éducation nocturne de la capsule. Comme cela ne fait que quelques secondes, Liam aura besoin de temps pour s'habituer à sa croissance et un Mogi suggère qu'il suive une rééducation. Par la suite, Liam demande comment se porte son territoire, Benfield, et un Mogi lui montre la situation économique actuelle du territoire. En tant que robot IA, elle a fidèlement rempli son rôle et gouverné Benfield comme il se doit. Liam la félicite, mais il veut voir le développement de ses propres yeux. Il part donc avec elle et apprend avec stupéfaction qu'elle a créé un port spatial pour l'armée de Benfield. Elle a également construit un dock flottant dans le ciel où des robots mobiles et des vaisseaux spatiaux peuvent être stationnés. Liam visite avec enthousiasme le quai flottant et est complètement émerveillé par la vue des chevaliers mobiles qu'il pourra monter et qu'il montera à l'avenir. Lorsqu'il exprime son désir de monter sur le robot, un Mogi s'en occupe et lui apprend les commandes de base, qui sont faciles à apprendre. Les manœuvres dépendent de la magie, et, en fait, quel que soit le mouvement imaginé par Liam, le robot se déplacera exactement comme il le souhaite. Liam descend donc avec précaution le chevalier mobile de sa station et se promène avec aisance. Quelques instants plus tard, il s'ennuie et demande à Amaji s'il est possible de s'entraîner au combat avec le robot. Elle s'en occupe rapidement, l'équipe d'une épée et convoque le capitaine Masita de l'armée Benfield pour qu'il soit l'adversaire de Liam. Liam prend l'offensive avec enthousiasme et frappe le bouclier de Masita à pleine puissance. L'envoyant s'écraser au sol, Liam se rend compte que Masita a délibérément abandonné, ne voulant pas être traité comme un enfant par cet homme de l'armée. Liam lui fait comprendre qu'il doit prendre ce combat au sérieux, sous peine de subir les conséquences de son manque de respect. Prenant le duel au sérieux, Masita se lève et se défend correctement, désarmant Liam en un instant et le plaquant au sol, mettant fin au match. Avec cette défaite, Liam doit se rendre à l'évidence. Il devra développer ses propres compétences au combat pour devenir un meilleur pilote. Il demande donc à son chambellan de le mettre en contact avec un instructeur qui lui apprendra à devenir compétent au combat. Le chambellan ne pense pas que le combat soit nécessaire pour un seigneur, mais Liam pense le contraire et ne veut plus être opprimé par les autres parce qu'il est faible. Il veut devenir le plus fort pour atteindre son objectif de devenir un seigneur maléfique et désigne Yasushi, un homme armé d'un katana, comme son sensei. Liam se présente à Yasushi, exprimant son désir de devenir le meilleur épéiste, ce qui incite Yasushi à se lancer dans un discours philosophique sur le fait que personne ne peut être considéré comme le meilleur. Amaji devient sceptique à l'égard de l'homme en colère, mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter et commence son entraînement avec Yasushi. Le maître épéiste démontre d'abord une technique secrète qu'il appelle la voie de l'éclair.
Saisissant la poignée, il dégaine légèrement son épée avant de la remettre en place. Et en un instant, tous les troncs d'arbres autour de lui se fendent en deux. Liam pense d'abord que l'homme a dégainé son épée si vite qu'ils ne l'ont même pas vu. Il demande donc à Amaji de lui montrer la vidéo au ralenti qu'elle a enregistrée avec ses yeux pour découvrir que l'homme n'a même pas dégainé son épée. Supposant que la caméra high-tech d'Amaji n'a pas pu capturer la technique de Yasushi, Liam est encore plus intrigué et décide de devenir le disciple de Yasushi. Mais ce qu'il ignore, c'est que Yasushi est un escroc et qu'il a déjà découpé les troncs d'arbres. La divinité guide observe tout ce qui se passe depuis sa dimension. C'est peut-être lui qui a envoyé Yasushi ici, et il attend avec impatience de voir ce que cela va donner à l'avenir. De l'autre côté, Christiana, la princesse chevalier, reçoit une offre de pourparlers de paix de la part du gang de pirates ennemis. Elle se rend donc à la base ennemie avec sa flotte de combat pour parler avec le commandant du gang de pirates ennemis, Goz. Cependant, Goz n'a jamais eu l'intention de faire la paix et l'a seulement amené ici pour pouvoir attaquer sa planète d'origine non surveillée, Mysteria, quelques instants plus tard. Des milliers de vaisseaux pirates s'approchent de la planète de Christiana, traversant la ligne de défense de son alliance, et Go révèle que l'alliance s'est jointe à lui, la trahissant parce que la plupart d'entre eux considèrent sa planète comme une menace, alors que toute la flotte combinée de l'alliance pointe ses armes vers le vaisseau spatial de Christiana. Goz révèle qu'il lui a suffi d'un peu d'argent pour convaincre l'alliance de la trahir et lui fait comprendre que son règne s'arrête là. Cependant, il lui promet de ne pas nuire à sa planète s'il écoute ce qu'il lui dit de faire. 3 ans se sont écoulés depuis que Liam a commencé à s'entraîner avec l'escroc, et il n'a bien sûr pas appris la technique de l'éclair, car elle n'existe pas. Il maîtrise les arts martiaux de base, mais il n'est pas du tout satisfait et veut apprendre des techniques spéciales qui l'aideront à devenir un seigneur du mal surpuissant. De retour chez Maître Usushi, il se vante de la facilité avec laquelle il a pu arnaquer Liam, qui continue à ne rien comprendre au fait qu'il n'est rien d'autre qu'un minable sans aucune compétence. Il est heureux de ce qu'il a obtenu et souhaite que cet argent facile continue à arriver pour toujours. À ce moment-là, Liam revient pour poser des questions à son maître. Il supplie son maître de lui enseigner une technique compliquée appelée « technique de la voie de l'éclair ». En entendant cela, Maître Yasushi le bannit de l'école pour le punir de son insistance à vouloir apprendre une technique avancée alors qu'il n'en maîtrise pas encore toutes les bases. Immédiatement, Liam supplie son maître de lui pardonner son ignorance et admet être un imbécile, ce qu'il est manifestement. Il supplie de ne pas être mis à la porte et Maître Yasushi l'écoute avec élégance car il ne veut pas que sa source d'argent s'épuise. Après avoir été pardonné, Liam s'empresse de quitter son maître. S'apercevant de son départ, Maître Yasushi sort de son élégance et reconnaît qu'il n'a aucune idée de la technique que Liam lui a demandé d'enseigner. À ce moment-là, Liam revient pour lui offrir un peu d'argent supplémentaire en guise d'excuse et le maître affamé accepte. Lorsque Liam s'en va enfin, il est tout excité à l'idée de l'argent supplémentaire qu'il va recevoir. Alors qu'il est tout excité, Liam revient pour l'informer qu'il ne sera pas disponible pour les cours le lendemain et Maître Yasushi n'y voit pas d'inconvénient. Bien sûr, il n'aurait aucun problème à ce que son sac d'argent préféré ne vienne pas à ses cours inutiles. De retour dans son palais, Liam prend une position élégante sur son trône et se lamente sur le stress de l'apprentissage. À ce moment-là, Amaji l'informe du rapport économique de Fimance, dont les dettes restent inchangées. Cependant, comme la production et les ventes augmentent, tout semble aller pour le mieux. Liam remercie Amagi pour son travail acharné et envisage de lui confier le gouvernement plus souvent. Aussi heureuse qu'Amagi ait été d'entendre cela, elle s'excuse d'avoir un taux de croissance aussi faible que celui auquel il s'attendait. Elle lui montre un rapport sur le programme d'aide sociale et déplore que les résultats soient inférieurs aux attentes. Liam trouve cela surprenant et souhaite savoir qui est responsable de cet échec. Peu après, un shorty au visage bizarre et à l'allure laide arrive. Liam lui demande immédiatement de présenter ses excuses pour de tels échecs.
Au début, le shorty est surpris, mais on lui rappelle rapidement qu'il a dissimulé et manipulé des fonds, ce qui constitue un signe évident de détournement de fonds. Entendant cela, le shorty se défend en affirmant que Liam est encore trop jeune pour comprendre ces choses. Il prétend que les dépenses sont nécessaires, mais Liam lui rappelle que c'est un mensonge. De plus, il insiste sur le fait qu'il a engagé ces dépenses pour faire tourner les affaires. En l'entendant proférer ces mensonges, Liam lui demande pourquoi il a choisi de faire appel à un autre fournisseur que celui qu'il utilisait auparavant. Mais il prétend que le nouveau fournisseur est meilleur. « Arrêtez le bouchon, mon vieux !» Lassé de ces mensonges, Liam lui rappelle ses autres pratiques corrompues de corruption des fournisseurs. Pendant que ces accusations se poursuivent, l'esprit de Liam s'emballe. Il envisage d'apprendre une ou deux choses de ce fonctionnaire corrompu apparemment talentueux. Malheureusement, le gros n'est pas aussi doué que Liam le pensait. Amaji l'informe d'une affaire de détournement de fonds qui s'est produite plus tôt et qui impliquait un subordonné du shorty. Bien qu'il affirme qu'il s'agissait entièrement du travail de son subordonné, Liam et Amaji pensent qu'il a piégé son subordonné pour s'en tirer, surtout si l'on considère que les fonds détournés n'ont jamais été récupérés. Lorsque Liam apprend cela, il est en colère contre le petit gras qui a intentionnellement sacrifié son subordonné pour s'en tirer avec le détournement de fonds. Effrayé, le shorty affirme que ce ne sont que des mensonges et supplie Liam de ne pas faire confiance aux poupées comme Amaji, car elles sont les ennemies de l'humanité. Fou de rage, Liam saisit son épée et se dirige lentement vers le gros lard, lui demandant s'il aime sacrifier ses subordonnés. En regardant Liam marcher vers lui, le gros continue à dire des choses insignifiantes pour défendre ses actions. Même en visant cela, tout le monde fait de même puisque cela permet aux affaires de continuer à fonctionner. Même avec toutes ces remarques, Liam dégaine son épée. À ce moment-là, le gros homme change de ton et informe Liam qu'il ne peut mener une vie luxueuse que grâce aux efforts de seigneurs comme lui. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer ses paroles diffamatoires, Liam le tranche net, mettant fin à sa vie. Il fulmine contre le seigneur sans vie, lui faisant savoir que personne n'a le droit de toucher à son peuple ou à son argent, sauf lui. Avant que la situation ne dégénère davantage, Amaji parvient à le calmer. Avant cela, il lui ordonne d'enquêter sur tous les fonctionnaires corrompus. Cependant, elle l'informe que cela causerait plus de mal que de bien. En revanche, elle lui suggère plutôt de préparer un grand nombre de poupées, affirmant que 30 poupées lui seraient plus utiles pour des tâches comme la gouvernance et d'autres fonctions subsidiaires afin d'assurer le progrès du territoire. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Bien qu'Amaji pense que certaines personnes pourraient avoir des choses négatives à dire sur cette décision, Liam n'en a cure tant qu'il y aura des progrès. Ce soir-là, la nouvelle commence à se répandre sur la façon dont Liam a tué un fonctionnaire corrompu. Ils parlent également de la façon dont Liam envisage de faire passer l'éducation obligatoire de 3 à 6 ans, ce qui a conduit à l'affectation de davantage de travailleurs de la construction à la construction d'écoles. Ils estiment que Liam fait du bon travail, surtout compte tenu de son jeune âge de 10 ans. Pendant ce temps, Liam essaie enfin de contrôler les grandes machines ressemblant à des transformateurs, puisqu'il a maintenant maîtrisé les arts martiaux. Malheureusement pour lui, son faux maître arrive juste à temps pour briser son rêve de piloter la machine, en affirmant qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser quelque chose que tout le monde peut utiliser. Au lieu de cela, il demande à Liam d'envisager de contrôler quelque chose de plus puissant, que personne d'autre ne peut maîtriser. En entendant cela, Liam accepte immédiatement. Il se tourne vers le capitaine de la base pour obtenir des idées et apprend l'existence d'un ancien modèle non automatique de CS Machine. Le capitaine l'informe de l'existence d'une unité que son arrière-grand-père pilotait autrefois, et Liam est très enthousiaste à l'idée de suivre les traces de la machine de son arrière-grand-père. Yasushi se rend à un sanctuaire à la recherche de trésors, exprimant sa frustration en déclarant à quel point il est agacé par le fait que Liam progresse à un rythme rapide alors que l'ensemble du processus d'entraînement est censé être douteux. Il sait qu'il ne pourra pas tromper Liam très longtemps, et la seule option qu'il a pour continuer à exploiter cette vache à lait est de créer davantage de tâches inutiles. Il appuie au hasard son bras contre le mur,
ce qui déclenche un mécanisme secret révélant un chevalier mobile qui semble venir de l'âge ancien. Mais pour Yasushi, c'est exactement ce dont il a besoin pour continuer à faire rentrer de l'argent en occupant Liam. Pendant ce temps, la divinité maléfique connue sous le nom de Guide poursuit sa recherche habituelle d'émotions négatives et se rend sur Terre, où il trouve un homme qui se vexe facilement et s'énerve simplement parce que sa commande Starbucks n'est pas tout à fait parfaite. Le guide adore le goût des émotions négatives de cet homme, mais il souhaite quelque chose de plus, quelque chose de gastronomique. De retour dans le monde de Liam, Yasushi a déjà donné l'instruction à Liam de réparer l'ancien chevalier mobile nommé Avid pour son entraînement, et Liam s'y est préparé en conséquence. Liam est en train de s'exercer à la fausse technique ultime de son maître, l'éclair, avec son majordome Brian se tenant à ses côtés. Brian, bien qu'heureux parce qu'Avid est l'unité de l'arrière-arrière-grand-père de Liam, s'y oppose tout de même, car il pense qu'utiliser une unité aussi ancienne ne sera d'aucune utilité pour Liam. Cependant, Liam est certain que ses compétences de pilotage seront au plus haut niveau s'il parvient à maîtriser l'unité la plus ancienne qui existe. Brian, toujours aussi curieux, dit à Liam d'arrêter d'essayer d'apprendre cette technique bidonne, la qualifiant de perte totale de temps. Mais Liam est déterminé à s'améliorer s'il continue à donner le meilleur de lui-même et à s'entraîner sans relâche. Amaji, de son côté, se rend sur le site du chevalier mobile Avid et exprime à quel point elle est sceptique à l'égard de Yasushi et de SS méthode d'entraînement. Elle ne croit même pas que Yasushi soit un épéiste, mais comme Liam lui a ordonné de réparer Avid, elle n'a pas d'autre choix que de faire de son mieux pour redonner vie à cette épave. Peu après, la lieutenante Nias Carlin, ingénieure dans une usine d'armement, arrive avec son équipe sur la planète de Liam pour réparer Avid. Liam la rencontre à l'aéroport pour lui souhaiter bonne chance, et alors qu'ils sont en train de parler, Nias remarque Amaji et se demande pourquoi une poupée IA se tient juste à côté d'un conte. Liam, voyant la réaction de Nias, se vexe et lui fait rapidement comprendre qu'il a tout à fait le droit de posséder une poupée IA et qu'il punira quiconque remettra en question son mode de vie. Cependant, il a mal interprété la réaction de Nias, car elle est en réalité une grande fan d'Android, et elle devient complètement hystérique en voyant Amaji. Elle est, pour le moins, impressionnée par les caractéristiques sur mesure d'Amaji et commence à la toucher partout comme une perverse. Elle dépasse presque les limites en soulevant la jupe d'Amagi, mais Liam l'en empêche juste à temps, lui disant de ne pas se comporter de manière inappropriée. Par la suite, il se dirige vers l'entrepôt où Avid est entreposé, et dès le premier regard, Nias commente que cette machine est bonne pour la casse et suggère à Liam d'acquérir une nouvelle unité au lieu de gaspiller son argent à tenter de la réparer. Mais Liam ne veut pas des produits défectueux de son usine et lui fait clairement comprendre que le seul chevalier mobile qu'il pilotera sera Avid. Nias déclare que ce serait trop compliqué pour elle de réparer cette unité, car ils n'ont pas ces pièces en stock. De plus, la taille de ce robot est bien plus grande que celle des modèles standards, et c'est pourquoi Nias pense que cela coûtera très cher à Liam s'il veut ressusciter cette ferraille. Liam a tout l'argent dont il a besoin, et pour résoudre le problème des pièces manquantes, il a l'idée de remplacer les anciennes pièces par celles du dernier modèle, afin d'obtenir les meilleures performances d'Avid. Mais comme Yasushi a strictement ordonné à Liam d'apprendre à piloter les chevaliers mobiles manuellement, il donne pour consigne à Nias de maintenir les commandes manuelles et de supprimer toutes les fonctions d'assistance. Avant de partir, il demande également à Nias d'ajouter quelques attaques spéciales, comme un coup de poing fusée qui détache le poing du robot sur commande, le faisant voler comme une fusée vers son ennemi. À ce moment-là, Yasushi arrive à l'entrepôt pour voir les progrès réalisés sur la réparation d'Avid. En posant les yeux sur Nias, il est incapable de les détourner, tombant amoureux d'elle au premier regard. Ce pervers trouve Nias parfaite de toutes les mauvaises niches manières, au point que son nez se met à saigner. Il s'essuie rapidement le nez, se redresse et s'avance pour se présenter à Nias. Mais elle est tellement occupée à parler avec Liam qu'elle ignore complètement son existence. Yasushi continue d'essayer, se présentant et lui demandant audacieusement un rendez-vous. Mais une fois de plus, elle ignore Yasushi et continue de discuter avec Liam sur l'impossibilité d'ajouter ces stupides attaques spéciales à Avid.
Pour convaincre Nias, Liam déclare qu'il lui donnera autant d'argent qu'elle en aura besoin pour mener à bien la tâche. Et Nias accepte finalement, car son plan depuis le début était de soutirer un maximum d'argent à Liam. Yasushi devient extrêmement jaloux en voyant Liam et son coup de foudre discuter ensemble comme dans une comédie romantique, et décide de punir Liam en lui infligeant un entraînement encore plus stupide et cruel. Cette fois, il a une idée sournoise. Il ordonne à Liam de s'entraîner désormais les yeux bandés. Il place Liam sur une rivière en mouvement, debout sur un tronc glissant, et pendant que Liam essaie de garder son équilibre, Yasushi commence à lui tirer dessus avec des dizaines de balles de tennis depuis son canon à balles de tennis fait maison. Bien sûr, ce que fait ce type ici, c'est blesser Liam exprès pour lui avoir volé celle qui aurait pu être sa waifu, mais il cache cela en prétendant que ce nouvel entraînement fera de Liam un meilleur épéiste. Liam trouve ce régime d'entraînement extrêmement difficile, commentant à quel point son épée est lourde avec les poids attachés. Mais sous les instructions de son maître, il continue de s'entraîner, essayant de faire de son mieux pour voir avec son œil intérieur afin d'esquiver les balles de tennis entrantes. De l'autre côté, le commandant pirate Goaz se rend dans les cellules de prison de son vaisseau de guerre, où il révèle avoir capturé de nombreuses femmes, dont la princesse Christiana. Il n'explique à aucune d'entre elles ce qui se passe, mais dit spécifiquement à Christiana de sortir, car ils sont arrivés à destination, l'île au trésor. Il s'approche de Christiana, révélant qu'il veut l'ajouter à ses trésors parce qu'il la trouve si belle que tout son corps en tremble. Il traîne Christiana jusqu'à la salle d'expérimentation de son assistant de laboratoire et ouvre la porte de la pièce où se trouvent ses anciens animaux de compagnie, révélant une femme défigurée qui a été souillée et transformée en monstre par ce pirate tordu. Goaz la jette littéralement hors du vaisseau avant de révéler son intention de faire de Christiana son nouvel animal de compagnie. Avec tout le temps du monde pour torturer son nouveau jouet. Il demande à son assistant de laboratoire quelques suggestions et l'assistant propose de couper les jambes de Christiana pour la rendre complètement infirme. Goaz imagine un plan encore plus diabolique, lui arracher les yeux et les implanter dans ses paumes. Terrifiée, Christiana regarde autour d'elle et découvre de nombreuses éprouvettes où des dizaines de femmes défigurées ont été entreposées par Goaz, ce qui signifie que, sauf si un héros vient la sauver, elle est aussi bonne que morte. Quelques semaines passent, et Nias termine la réparation d'Avid, ajoutant également de nombreuses personnalisations selon les ordres de Liam, mais le travail n'est pas encore complètement terminé. Nias emmène Liam à l'intérieur du cockpit d'Avid pour lui montrer comment piloter ce chevalier mobile. Bien sûr, pour ce faire, elle doit retirer son haut, car sinon, comment pourrait-elle montrer à Liam les trésors sacrés qu'elle possède? Liam suit ses instructions en évitant le contact visuel et active le moteur. Le robot effectue un scan rapide de Liam, l'enregistrant comme son pilote, ce qui signifie que plus personne d'autre ne pourra piloter cette unité à partir de maintenant. Tout excité, Liam tente de faire son premier pas en avant, mais tombe immédiatement, et Nias explique qu'Avid ne possède aucune fonction d'assistance automatisée comme l'auto-équilibreur, et que c'est pour cela, contrairement au nouveau modèle, que Liam ne peut pas simplement appuyer sur un bouton pour avancer. Mais selon Nias, il y a un avantage. Si Liam parvient à maîtriser ce vieux tas de ferraille, il sera capable de le déplacer comme s'il bougeait son propre corps. Motivé, Liam se relève et avance lentement, parvenant cette fois-ci à bien équilibrer le chevalier mobile. Il sort l'unité de l'entrepôt lorsque Nias mentionne l'importance de maintenir une image mentale forte pour contrôler ce robot. Pour l'aider à se concentrer, elle se rapproche de lui et ajuste ses commandes. Mais ses généreuses formes le frôlent accidentellement, causant à Liam une toute autre image mentale, ce qui pousse Avid à bouger ses mains comme s'il voulait toucher quelque chose. Le geste des mains fait comprendre à Nias à quoi Liam est en train de penser, mais Liam affirme que ce n'est pas de sa faute. D'un autre côté, Yasushi soupçonne que ce type abuse de ses pouvoirs et fait des choses indicibles à la lieutenante à l'intérieur du cockpit. Cependant, Brian a les larmes aux yeux de joie en voyant son maître enfin intéressé par une vraie femme. Yasushi commence à maudire Liam et est tellement furieux qu'il lui fait subir un entraînement encore plus rigoureux. Les jours passent et Liam n'arrive toujours pas à exécuter la technique secrète de son maître, se demandant s'il lui manque le talent nécessaire.
Amagi pense que le véritable problème vient de l'enseignement de Yasushi et confie à Liam à quel point elle remet en question la crédibilité de Yasushi ces derniers temps. Mais Liam, qui fait entièrement confiance à Yasushi, trouve une explication logique pour défendre son maître, affirmant que de la magie est peut-être impliquée dans la technique secrète de Yasushi. Liam comprend que c'est la magie qui coupe les troncs, et non l'épée. Il canalise ses pouvoirs magiques dans son épée et la balance avec l'intention de couper le tronc grâce à son pouvoir magique, s'entraînant à ce mouvement pendant des mois et des années. Il finit par maîtriser une technique qui, techniquement, n'a jamais existé. Devenu adulte, Liam veut enfin démontrer à Yasushi tout ce qu'il a appris, tranchant un tronc de bois à plusieurs mètres de distance simplement en balançant son épée dans sa direction. Yasushi n'en croit pas ses yeux. Son enseignement était censé être un tas de mensonges, alors pourquoi Liam arrive-t-il à couper le tronc? Au fond de lui, il est terrifié par les pouvoirs de Liam, mais il garde un visage impassible et dit à Liam qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de maîtriser complètement cette technique. Quelques semaines plus tard, Liam est dans l'espace à bord de son vaisseau de guerre avec Amagi. Lorsqu'il reçoit un rapport de l'un de ses subordonnés, l'informant que Mukai, l'une des petites planètes abandonnées de son territoire, utilisée uniquement pour produire de l'énergie, a été attaquée par une flotte de pirates. L'armée stationnée à Mukai est engagée dans un combat contre les chevaliers mobiles lâchés par les pirates. Mais le subordonné de Liam pense que l'armée ne tiendra pas longtemps en raison de son petit nombre. Amagi suggère de tendre une embuscade aux pirates en attaquant depuis l'angle mort de Mukai en utilisant la gravité et d'autres astuces. Et Liam, suivant son plan, ordonne à tous ses vaisseaux de capturer les pirates, tandis que lui-même part défendre les usines sur la ligne de front. Brian, ayant entendu son ordre, supplie Liam de ne pas risquer sa vie, mais Liam n'est pas un lâche. De plus, il se considère comme un excellent épéiste, formé par le légendaire samouraï, et il veut que l'Empire voie les compétences qu'il possède désormais. Peu après, il monte à bord de son chevalier mobile avide et s'envole vers Mukai. Depuis l'angle mort de l'ennemi, il les attaque, tranchant un chevalier mobile après l'autre avant même qu'il ne puisse le repérer. En un rien de temps, il réduit considérablement le nombre de SS ennemis, et pour ajouter un peu de style, il utilise une attaque spéciale appelée Beam Rifle pour lancer un rayon de plasma sur un pirate ennemi. Ce n'est qu'après cela qu'il utilise la technique secrète, la voie de l'éclair, détruisant des dizaines d'ennemis à distance, effrayant les pirates au point qu'ils commencent à battre en retraite vers leur vaisseau. Liam lance ensuite son autre attaque spéciale, le Rocket Punch, qui est en soi très efficace, mais qui ne plaît pas à Liam. Il appelle immédiatement Nias pour se plaindre qu'il voulait un point à lancer, et non un missile en forme de main. Amagi interrompt leur conversation pour rapporter à Liam qu'ils n'ont réussi à capturer que moins de 10% des vaisseaux ennemis, car 30% ont été détruits et le reste s'est échappé. Liam considère cela comme une victoire et félicite Amagi pour son excellent travail en tant que vice-commandante. Ghost apprend par son sous-fifre la victoire de Liam, et il n'en croit pas ses oreilles. Comment les choses ont-elles pu se retourner contre lui à ce point? Il avait clairement sous-estimé les capacités de Liam, mais cela n'a plus d'importance. Il n'a pas l'intention d'abandonner tant qu'il ne verra pas Liam à genoux, suppliant pour sa misérable vie. Cependant, ce qui blesse encore plus son ego fragile, c'est que sa flotte alliée a fui le champ de bataille après avoir été vaincue par Liam. Fou de rage, il ordonne à son sous-fifre de lancer toutes leurs unités à la poursuite de cette flotte. Qu'il soit allié ou non n'a aucune importance. Il veut faire un exemple. Personne n'osera plus jamais lui désobéir ou le mépriser. Pour l'instant, il décide de s'amuser avec son nouveau jouet, la princesse Christiana. Il l'a déjà transformée en abomination, révélant que ses yeux sont désormais dans la paume de ses mains. Pendant ce temps, Liam retourne à son vaisseau amiral et exprime à Amagi sa satisfaction. Il a savouré chaque instant de son affrontement contre les pirates. Amagi le félicite pour sa première victoire, remportée sans le moindre effort, et le remercie d'avoir protégé leur planète de ressources avec succès. Liam est ravi d'avoir capturé certains des vaisseaux pirates, qu'il peut désormais réclamer comme les siens, selon la loi de cet empire. Il a hâte de mettre la main sur tous les trésors que renferment ces navires. Mais sa joie se transforme vite en déception lorsqu'il apprend que leur cargaison ne contient aucun bien classique comme de l'or.
Amaji et Brian tentent de le rassurer. Ce que contiennent ces cargaisons est bien plus précieux. Elles transportaient en effet de grandes quantités de métaux rares, orichalque, adamantine et mithril, utilisés pour fabriquer des armes puissantes. Mais Liam, ce benet, ne rêve que de couronnes d'or et de coffres pleins de diamants, des clichés de contes de fées. Amaji lui explique que, dans cet univers, les diamants n'ont aucune valeur. Ce ne sont que des cristaux faits à partir de l'élément le plus commun de l'univers, le carbone. Quant à l'or, il ne vaut pas grand-chose non plus, en raison de sa faible propension à s'ioniser. Je ne sais pas ce que Liam a réellement appris après avoir passé des années dans cette fichue capsule d'éducation, mais bon, il finit enfin par comprendre. Et pourtant, il exprime toujours son amour pour l'or, demandant à Brian de lui en apporter afin de satisfaire la cupidité qu'il traîne depuis sa vie antérieure. Brian promet à Liam qu'ils ont suffisamment d'or dans leur inventaire, car il est utilisé comme matériau de revêtement dans la fabrication de dispositifs électroniques. En entendant cela, Liam ordonne à Brian de transformer le reste de l'or en pièces d'or, exprimant son désir et son rêve de remplir sa chambre de pièces d'or. Le gars a 30 ans maintenant, et si l'on ajoute son âge de sa vie précédente, il a plus de 60 ans, mais il agit encore comme un gamin. C'est juste insensé. Mais bon, le souhait du Seigneur est un ordre pour ses serviteurs, même si Amagi lui lance un regard sévère pendant 1 seconde, montrant à quel point elle est déçue de ce gamin pourri gâté. Pendant que Liam perd son temps à demander à Brian de forger des épées inutiles à l'ancienne avec les métaux les plus rares, Amagi l'interrompt pour lui parler d'un problème sérieux qu'ils ont rencontré en déployant leur armée. Grâce à une image holographique, elle montre à Liam le nombre actuel de cuirassés présents sur son territoire, qui s'élève à 10 000. Mais apparemment, moins de 3 000 fonctionnent correctement et seulement 2 000 sont disponibles pour des sorties d'urgence. Liam est surpris d'apprendre que son armée a vaincu les pirates avec seulement 2 000 cuirassés. Eh bien, c'est surtout Liam lui-même, avec son chevalier mobile, qui a repoussé les ennemis. Et il y a aussi le fait que les pirates les ont sous-estimés, pensant qu'ils étaient pauvres, ce qui a contribué à leur défaite. Liam reconnaît également les mérites d'Amagi, disant que sa stratégie de bataille a été utile. Sérieusement, Liam se demande s'il ne devrait pas tout simplement se débarrasser des vieux vaisseaux inutiles. Amagi soutient cette idée, mais Brian s'y oppose immédiatement, affirmant qu'ils ne peuvent pas simplement jeter 7 000 de leurs vaisseaux, car si c'est le CS, les ennemis les sous-estimeront. Amagi et Brian entrent dans une vive dispute à ce sujet, mais au final, sans grande surprise, Liam prend le parti d'Amagi, décidant de suivre sa suggestion d'acheter des cuirassés d'occasion en utilisant l'argent obtenu grâce à la vente des matériaux rares saisis chez les pirates. La seule raison pour laquelle Liam ne fait pas confiance au jugement de Brian, c'est qu'en suivant ses conseils, l'ancien dirigeant de ce territoire, son propre père, a accumulé une montagne de dettes que Liam doit désormais assumer entièrement. Ailleurs, sur une autre planète, Nias assiste à une exposition pour présenter aux investisseurs le tout nouveau cuirassé conçu par son équipe du Seven et Atelier d'Armes. Mais le design et le choix des couleurs sont, comment dire ça poliment? Un désastre absolu. Tellement moche que même si son cuirassé est objectivement bien plus puissant que ceux des autres ateliers, les investisseurs n'en ont strictement rien à faire. Après la présentation de Nias, c'est au tour de Yulishia, l'ingénieur du Three et Atelier d'Armes, de dévoiler son cuirassé. Et il faut l'avouer, il surpasse de loin celui de Nias. Son vaisseau possède un intérieur de première classe, avec des quartiers de vie luxueux spécialement conçus pour les nobles. Évidemment, les investisseurs choisissent unanimement celui de Yulishia pour leur armée, laissant Nias humiliée et couverte de honte d'avoir été surpassée. Elle avait tout misé sur la performance de son vaisseau et elle a perdu. Mais elle n'arrive tout simplement pas à accepter que l'apparence joue un rôle aussi décisif. Ne voulant surtout pas se faire engueuler par son supérieur, elle décide alors d'exploiter à nouveau Liam, en manigançant pour lui vendre tous ses cuirassés, le qualifiant intérieurement de « gros pigeon totalement stupide ». Pendant ce temps, le guide réapparaît, comme à son habitude, à la recherche d'émotions négatives à absorber. Il repère un type qui gâche sa vie à insulter son écran en jouant à Valo toute la journée. Après avoir récolté un peu de cette délicieuse noirceur,
Il se dirige vers l'univers de Liam pour s'attaquer à une proie bien plus grosse, convaincu que les émotions négatives de Liam ont dû atteindre un sommet après toutes ces années. Mais en arrivant sur la planète de Liam, il reste bouche bée. Le territoire de ce crétin a connu une croissance spectaculaire. Ce qui n'était autrefois qu'une ville délabrée, semblable à une ruine oubliée, est devenu une cité moderne. Et pourtant, le guide ne perd pas espoir. Il se souvient du bon vieux charlatan qu'il avait placé sur la route de Liam des années plus tôt, déguisé en maître épéiste. Le guide garde encore l'espoir que ce type, Yasushi, a pu faire de Liam un raté complet. Mais il est furieux, pour dire le moins. Il n'arrive pas à croire que les choses ne se passent pas du tout comme il l'avait prévu. Pendant ce temps, les citoyens commencent à parler de leur seigneur avec admiration. Dans un bar, certains discutent de comment Liam a réussi à capturer des pirates et à s'approprier plusieurs de leurs cargaisons. Il est définitivement différent de son père. Sa manière de gouverner leur convient parfaitement. Cependant, dans ce même bar, une voix discordante se fait entendre. C'est Yasushi, un escroc du début à la fin. Il se plaint de son élève avec une amertume sans limite. L'employé du bar, surprise par son ton désespéré, lui demande ce qui ne va pas. Yasushi révèle que, peu importe à quel point il s'efforce d'empêcher son élève de comprendre l'art du sabre, le garçon ne cesse de progresser. La serveuse ne comprend pas. Pour n'importe quel maître, voir son élève s'améliorer devrait être une bonne chose. Mais pas pour un imposteur qui se fait passer pour un enseignant. Il avoue qu'au mieux de sa forme, il n'est qu'un épéiste de 3e, peut-être 2e classe. Et voilà que Liam, petit à petit, s'approche du niveau de première classe. 2 possibilités s'offrent à lui. Soit Liam a déjà découvert la supercherie et fait semblant, soit il ne l'a pas encore découvert, mais ce n'est qu'une question de temps. Dans les 2 cas, cela signifie sa fin. Le guide entre alors dans le bar pour observer les résultats de ses manigances. Et une fois encore, rien ne se passe comme prévu. Il avait pourtant placé un mauvais enseignant sur le chemin de Liam. Et malgré cela, la vie de Liam est une suite d'ironies douloureuses pour lui. Pendant que Yasushi et le guide se lamentent sur leur sort, Liam, lui, s'entraîne tranquillement chez lui à manier son sabre. Il tranche plusieurs arbres d'un seul coup, visiblement ravi de ses progrès. Il sait qu'il s'est amélioré, mais le pauvre croit encore que Yasushi est bien plus doué que lui. Il demande à Amaji s'il a atteint la même vitesse que son soi-disant maître. Amaji, impassible, lui répond qu'elle ne voit aucune différence. Conscient que les choses bonnes n'arrivent jamais par hasard, Liam ne veut pas gaspiller sa vie. Il repense à son parcours. Il a été réincarné en tant que fils de parents qui lui ont laissé une montagne de dettes. Et aujourd'hui, le voilà devenu un bon épéiste. Il a commencé à rembourser une partie de ses dettes. Les choses s'arrangent bon pour lui. Et à ses yeux, tout cela, il le doit au guide. Il remercie donc le guide, mais cette gratitude est un véritable poison pour ce dernier. En tant que créature qui ne se nourrit que de malheur, la reconnaissance le détruit à petit feu. Le guide est au bord de l'effondrement. Il a envie de mourir. Désespéré, il cherche autour de lui quelqu'un dont il pourrait extraire un peu d'énergie négative. Heureusement, l'énergie négative de Yasushi est disponible pour lui permettre de subsister. Mais ce n'est pas suffisant, et il a vraiment besoin que Liam échoue. Il se console en se disant que le meilleur moment pour échouer, c'est quand on est sur le point de réussir. Il attendra donc que Liam soit presque au sommet, afin que la malchance qu'il récoltera soit encore plus grande. Au château, Amaji vient informer Liam que l'armée impériale envisage de se débarrasser de ses vieilles armes. Puisqu'ils ont besoin d'armes d'occasion, il serait judicieux d'acheter auprès de l'armée impériale. L'affaire semble bonne à Liam, mais elle comporte une condition qui pourrait être la chute que le guide espère. Cette condition, c'est qu'il doit aussi accepter certains soldats impériaux dans l'échange. Obtenir des soldats idiots serait un désastre, mais Amaji le rassure en lui disant que ces soldats sont éduqués et qu'ils seront utiles. Il accepte donc l'accord. Le guide observe, espérant que ces soldats se rebelleront contre lui une fois arrivés, et que ce sera sa plus grande défaite. Les doigts croisés pour voir ce qui va se passer. Le lendemain, Yasushi se réveille avec une sévère gueule de bois. Il regrette d'avoir bu, mais n'a pas le temps de s'attarder sur ce regret, car Nice vient lui rendre visite. Elle a ses propres raisons de venir. Elle veut en savoir plus sur Liam pour pouvoir lui proposer ses armes délirantes. De son côté, Yasushi croit qu'elle est venue parce qu'elle l'aime et le trouve séduisant. J'espère vraiment qu'il a un miroir chez lui.
Leur conversation va de la simple illusion à la pure stupidité. Elle finit par lui demander quel pourrait être le fétichisme de Liam. Qu'est-ce que Liam aime tellement que, si elle le fait devant lui, même s'il n'est pas intéressé par ses armes, il achètera quand même. Cependant, elle n'est pas directe avec lui. Lui, il croit qu'elle lui demande ce qu'il aime chez une femme. Il essaie d'éviter la conversation pour ne pas révéler ses fétiches, mais elle est très insistante. Il pense qu'elle l'aime profondément et qu'elle ne supporte pas d'être loin de lui. Alors il craque. Il lui raconte qu'il aime les jupes courtes et provocantes, les sous-vêtements voyants, qu'il aime voir des costumes serrés et même le type de bas qu'il préfère. Elle, de son côté, croit qu'il parle de Liam. Alors elle suit le conseil et part voir Liam, tout apprêté et glamour, avec sa jupe courte et moulante qui laisse entrevoir ce qu'il y a dessous, et son tailleur serré accompagné de sous-vêtements voyants. Sa présence ne l'attire même pas. Elle est à peine aussi belle qu'Amaji, alors pourquoi l'aimerait-il ? Elle essaie de tout secouer avant même de présenter son offre, mais il lui ordonne d'aller droit au but. Elle lui parle de ses armes, mais il refuse d'acheter. Il vient tout juste d'en acheter à l'armée impériale. Elle est furieuse que la 3e arme continue de jouer contre elle. Elle le supplie d'acheter au moins quelque chose. Elle commence à tout agiter de plus belle. Au lieu d'être excité par ce qu'elle montre, il est agacé. Il se rappelle que, dans sa vie précédente, sa femme portait aussi ce genre de sous-vêtements. Mais elle ne les portait jamais pour lui la nuit, ce qui signifie probablement qu'elle les mettait pour aller voir l'homme avec qui elle le trompait. Son expression change. Elle pense que c'est parce qu'il aime ça, mais non. Ce qu'il voit le traumatise, et il déteste ce spectacle. Même si Nice vend des armes de moindre qualité, on ne peut nier sa persistance. Puisqu'elle insiste pour qu'il achète et que sa vue l'irrite, il décide d'acheter juste pour qu'elle parte. Il demande à Amaji s'ils ont les fonds nécessaires. Malheureusement pour lui, Amaji lui confirme qu'ils ont bien l'argent et que ce ne serait pas un gaspillage, donc il devrait acheter. Elle est si excitée qu'elle tombe, son corps tout entier exposé alors qu'elle se précipite hors du château. En partant, elle appelle un collègue de travail. Il se vante que Liam ait acheté ses armes simplement parce qu'elle était séduisante et que Liam n'a pas pu détacher ses yeux de son corps. Brian entend cette conversation, furieux à l'idée que son maître puisse céder juste pour un corps. De son côté, Yasushi entend également, et il est furieux. C'est lui qui a ce genre de fétiche, et il est en colère que ces fantasmes aient été utilisés sur Liam, qui en aurait profité à sa place. Et ce Liam dont tout le monde parle est tranquillement allongé sur les genoux d'Amagi, savourant ce plaisir royal qu'il désire tant. Nias remet à Liam les 300 cuirassés qu'elle l'a forcé à commander chez elle. Au même moment, les cuirassés que Liam a rapportés de l'armée impériale arrivent également. Amaji reçoit un reçu de l'armée impériale via téléportation quantique et elle demande à Liam de le signer en répétant plusieurs fois le mot astérisque, quantique, astérisque. Alors, Liam plaisante en posant son pouce sur ses melons, déclarant que ce sera son empreinte astérisque quantique astérisque du pouce. Gotham. Yasushi se détend chez lui, en se demandant comment il va se venger de Liam qui lui arrache Nias à chaque fois. Il se rappelle du plan de Nias, regrettant qu'elle ait gaspillé ses trésors précieux pour ce gamin obsédé par les poupées. Il ne peut qu'imaginer ce que Liam a dû faire à la pauvre et innocente Nias et jure de lui faire payer pour tout. Alors que sa colère monte, le guide révèle qu'il a tout observé, se nourrissant des émotions négatives de Yasushi. Le guide a hâte de voir jusqu'où ira la colère de Nias, et il espère qu'elle mènera à la chute finale de Liam. Il place donc sa confiance en cet escroc et part vers un autre royaume, à la recherche de plus d'émotions négatives. Nias emmène Liam vers le cuirassé qu'elle a construit, pour le lui faire visiter. Liam ne s'attend à rien de luxueux ni de particulièrement stylé. Il ne s'attend à rien du tout de la part de cette femme incompétente, mais l'intérieur le déçoit quand même. Nias explique que les intérieurs luxueux ne sont que de la décoration et qu'ils n'ont aucune vraie valeur en temps de guerre. Mais Liam s'en fiche. Il veut de la décoration. Nias ne peut pas changer la vie de Liam et elle ne compte pas ajouter de décoration élégante. Ils se mettent donc d'accord pour ne pas être d'accord et passent au sujet suivant. Comment utiliser ce vaisseau ? Nias donne à Liam les instructions sur la façon de piloter le navire, y compris la puissance à utiliser au départ et la fréquence à laquelle il faut changer le carburant.
Elle essaie aussi de lui faire acheter une carte de fidélité en disant qu'il aura une réduction sur les frais de maintenance s'il le fait, mais Liam n'est pas intéressé. Nias continue et montre à Liam le trône du cuirassé, qui a encore un film protecteur dessus. Elle est impatiente d'arracher ce film protecteur et continue de le presser pour conclure l'affaire, essayant de le séduire avec son corps et lui dit de signer tout simplement le reçu. Elle lui propose même de poser son empreinte du pouce sur ses émelons, mais cela ne fait que décevoir Liam, laissant Neus se demander si ce type est gay ou quelque chose comme ça. Liam veut juste en finir, alors il accepte de signer le reçu, mais Neus, toujours insatisfaite, lui demande une faveur. Elle veut les vaisseaux pirates que Liam a vus l'autre jour, mais Liam refuse, affirmant qu'il prévoit d'incorporer 16 vaisseaux dans sa propre flotte. Neus insiste encore, comme une abeille avide, alors Amaji intervient, suggérant qu'il donne quelques vaisseaux pirates à Neus et, en échange, qu'elle modifie et répare le reste des vaisseaux pour eux. Liam adore l'idée, car tous les vaisseaux pirates sont complètement en ruine. Et Neus accepte également, révélant que la seule raison pour laquelle elle veut mettre la main sur CS vaisseaux est qu'elle souhaite étudier la technologie qu'ils utilisent. Apparemment, cette technologie est inconnue, et l'équipement vient de l'extérieur de l'Empire, ce qui pousse Neus à vouloir l'analyser et l'appliquer à ses propres modèles. Mais avant de conclure l'accord, Liam rend visite aux vaisseaux pirates, accompagné d'Amaji et de Neus. Ils entrent dans l'un des vaisseaux qui n'est pas totalement détruit, et ils remarquent immédiatement la différence dans le design et l'interface. Le vaisseau possède littéralement une barre de gouvernail, comme un navire pirate classique, et Liam l'adore au point de vouloir en installer une sur son propre cuirassé. Neus la Normie se lance dans une explication détaillée sur pourquoi c'est une mauvaise idée, mais Liam la fait taire, en tant qu'homme de culture, et précise que s'il la veut, il l'aura, peu importe si c'est inutile ou pas. Neus ignore Liam et commence à explorer la pièce, s'extasiant comme une geek à chaque nouvelle découverte. Pendant ce temps, Liam aperçoit un petit chien lumineux qui se dirige vers une autre pièce. Il le suit avec Amagi, et cela les conduit finalement à une salle de navigation. 6 pas déclenchent un mécanisme sous le sol qui affiche les trajectoires du vaisseau jusqu'à présent. Amagi analyse la trajectoire et réalise que ce vaisseau a ravagé tout l'Empire. Mais ce qui l'intéresse encore plus, c'est que le vaisseau finit toujours par arriver à l'un des portails de distorsion situés dans la zone frontalière. Apparemment, cette zone est une région sans loi, hors du contrôle de l'Empire, et se trouve aussi être la ligne de front d'une zone de guerre entre l'Empire et un autre pays. Liam comprend que ce portail de distorsion doit mener à la planque des pirates, et une fois qu'Amaji analyse les coordonnées, elle découvre l'emplacement de la base secrète des pirates. Elle entre dans une explication scientifique sur la difficulté d'accès à cette zone, décrivant à quel point son rayon orbital est anormal et à quel point il serait compliqué d'y voyager. Mais Liam ne fait aucun effort pour comprendre tout cela. Il est bien plus concentré sur ce que cette cachette pourrait renfermer pour lui. Il soupçonne que l'endroit soit une île au trésor, où les pirates viennent régulièrement entreposer leur plus grand butin. Bien que Liam soit complètement dans le délire, Amagi le laisse décider de ce qu'il veut faire de cette information, et il déclare avec excitation que leur flotte partira immédiatement à la chasse au trésor. Peu après, Goaz apprend que Liam a lancé une attaque et a déjà vaincu certains de ses sous-fifres en première ligne. Il convoque les sous-fifres devant lui, décidant de les punir pour avoir souillé le nom des pirates en se faisant battre par un comte de pacotille. Avant de s'occuper de ses perdants, Goaz ordonne à ses subordonnés de lui ramener la tête de Liam. Il envoie tout le monde au front et déploie tous ses vaisseaux. Liam, accompagné de sa flotte, se dirige vers le portail de distorsion qui mène à la cachette des pirates, mais on ne lui permet pas d'utiliser le portail car un droit de passage doit apparemment être payé à l'Empire. L'officier responsable du portail contacte Liam et lui explique que, puisque le portail couvre une très grande distance et que Liam prévoit d'y faire passer 7000 vaisseaux, cela nécessitera une somme d'argent considérable. Liam promet de payer plus tard, une fois la mission terminée, mais l'officier ne fait pas confiance à sa crédibilité. Liam demande donc à Amagi de lui trouver quelqu'un de fiable. Mais malheureusement, ils n'ont aucune connexion. Liam réexplique la situation à l'officier, lui disant qu'il a l'intention d'affronter les pirates, mais cela ne fait que rendre l'officier encore plus réticent, car Liam n'est même pas capable de garantir un retour en toute sécurité, encore moins un paiement dû.
Liam n'a rien d'amusant à proposer, et il lui a fallu plusieurs jours pour arriver jusqu'ici, donc il ne peut pas simplement repartir. Il exige donc que l'officier le laisse parler à son supérieur. Malheureusement pour lui, l'officier est la personne la plus gradée ici. Alors Liam pique une crise et met fin à l'appel. Il a alors une idée. Aller rencontrer l'officier en personne pour négocier un accord. Alors qu'il continue d'essayer de trouver un moyen de convaincre les responsables du portail Rap de le laisser entrer dans le portail Parmonia sans payer les frais, Goaz et son vaisseau arrivent au portail Parmonia. Il a toutes ses connexions à ce portail, et bien qu'il soit le méchant dans cette situation, il n'a pas besoin de supplier qui que ce soit pour qu'on le laisse passer. En effet, ce sont ceux qui ont l'argent qui dirigent le monde. Il appelle le portail Rap, et la personne qu'il connaît là-bas le salue avec enthousiasme, lui demandant où il compte aller depuis le portail Parmonia. Il révèle qu'il se rend au portail Domos. Le portail Domos ne mène à rien. Tout le monde sait qu'il n'y a presque rien à gagner dans cette ville pour un type comme Goaz. L'homme lui demande ce qu'il compte faire dans un désert. Mais en quoi ça le regarde, au juste? Goaz est du même avis que moi sur ce point. Il demande à l'homme ce que ça peut bien lui faire et affirme que, puisqu'il a l'argent, on devrait le laisser passer sans discuter. Il paie immédiatement. Pendant ce temps, Liam arrive physiquement au portail Rap, espérant que ses talents de négociateur lui permettront d'obtenir l'entrée. Il demande à passer et l'agent lui répond qu'il n'y a aucun problème. Liam est tout content, jusqu'à ce que l'agent le coupe et lui demande les frais de passage. Liam commence par se vanter d'être un noble et de pouvoir leur obtenir l'argent, mais l'agent reste de marbre face à ces fanfaronnades ridicules. Quand il se rend compte que se vanter ne sert à rien, il devient humble et supplie l'agent de le laisser entrer, mais celui-ci n'en a rien à faire. Liam ajoute alors du pathos à son théâtre, s'inclinant en pleurs et affirmant qu'il veut aller voir sa mère malade et que ce voyage est nécessaire. Voir ta mère malade avec un aussi grand nombre de vaisseaux? Ta mère a sans doute besoin d'une flotte entière pour guérir. Voyant que ses mensonges ne fonctionnent pas, il change de version et dit qu'il veut que sa mère voie sa flotte avant de mourir. Eh bien, l'homme lui répond de retourner chercher l'argent puis de revenir, si sa mère est vraiment si importante. L'agent reçoit alors un appel au sujet du passage de Goaz et il part s'en occuper. Liam est furieux que ses talents de négociateur ne fassent plus effet. Il se met à errer dans les environs et aperçoit à nouveau le chien. Il le suit. Dans la salle de distorsion, il voit le passage de Goaz. Sachant que le vaisseau de Liam se trouve aussi dans la salle d'attente, ils comprennent que l'affrontement qui s'annonce ne sera pas paisible. Ce sont eux qui sont en tort, puisqu'ils ont accepté un paiement venant d'un pirate sans savoir où il allait. Ils décident donc de fermer les yeux. Tous les employés présents prennent une pause pour que, lorsque l'affrontement aura lieu, ils paraissent qu'ils n'étaient pas là. Une fois tout le monde parti, Liam se retrouve seul dans la salle. Il voit que c'est bien un portail Rap et qu'un vaisseau pirate se trouve autour du portail Parmonia. Il suppose que l'agent lui a accordé le passage et qu'il a même fait partir tout le monde pour que personne ne sache qu'il l'a laissé passer sans paiement. En regardant à nouveau l'écran, il voit les flux de distorsion se déplacer dans des directions opposées. Il suppose qu'il s'agit d'une erreur de la part de l'agent et s'installe pour la corriger. Cela perturbe le trajet de Goaz, mais comme son voyage se poursuit, il ne remarque rien d'anormal. Soudain, Amaji appelle Liam pour qu'il revienne. Lorsqu'il revient, elle lui annonce qu'ils ont enfin obtenu une lettre de crédibilité. Non pas d'un noble, mais de Neus, puisqu'ils lui ont acheté beaucoup de choses. Eh bien, un service en vaut bien un autre. Il la remercie avec enthousiasme et commente que les officiers étaient déjà prêts à faire un effort pour eux. Alors maintenant qu'ils ont la lettre, ce sera facile d'entrer. Il ordonne à Amaji de lancer le passage vers le tunnel spatial et elle obéit. Leur voyage vers le portail Parmonia commence et heureusement pour eux, Goaz et ses hommes avaient quitté leur base, ce qui les prendra par surprise. De son côté, Goaz commence à perdre patience. Il était censé atteindre le portail Domos en moins de 30 minutes, mais le trajet dure depuis un moment et il n'est toujours pas arrivé. Il interroge son pilote, qui est également inquiet, mais ils aperçoivent une porte devant eux et supposent qu'il s'agit de leur destination. Comme ils n'étaient pas au courant de la modification que Liam avait apportée au tunnel spatial, ils entrent dans la porte. Une fois arrivés, ils ne voient que du rouge partout.
Plusieurs vaisseaux spatiaux sont là, prêts à se lancer dans la bataille. Ils comprennent qu'ils sont dans une zone de danger. Ils viennent d'entrer dans la zone de l'armée impériale. Si cela annonce leur perte, c'est une aubaine pour Liam. Il arrive enfin à destination, et alors qu'Amaji veut vérifier les coordonnées, il n'en voit pas l'utilité. Il peut voir les nombreux vaisseaux pirates, et il comprend que c'est bien l'île au trésor qu'il cherchait. Amaji observe plus loin, et remarque qu'aucun des vaisseaux n'est activé. Ils ne sont ni prêts pour la guerre, ni sur leur garde. Liam décide de profiter de cette opportunité pour les attaquer par surprise. Il ordonne à Amaji de lancer les vaisseaux. Elle libère les autres vaisseaux pour attaquer, tandis que lui entre dans son propre vaisseau, nommé Astérisque Avide Astérisque. En quelques secondes, il lance plusieurs attaques sur l'île. Il utilise son Astérisque Rocket Punch Astérisque pour détruire tous leurs vaisseaux, et avec son Astérisque Avide Crush Astérisque, il les écrase un à un. Tout cela se déroule sans que Goaz ne sache ce qui arrive à son île. En réalité, on ne sait même pas ce qu'il est en train de vivre sur l'île de l'armée impériale où il a atterri. Liam met le feu au vaisseau. Amaji vient lui faire son rapport. Tous les vaisseaux ont été incendiés, mais cela ne lui suffit pas. Il est venu pour les trésors de l'île, et c'est bien ce qu'il compte emporter. Il ordonne à Amaji de libérer les chevaliers mobiles. Elle obéit, et tous les chevaliers mobiles prennent pour cible l'île rocheuse en face d'eux. Depuis son vaisseau, il regarde la scène, excité à l'idée de chasser les trésors. J'espère qu'il trouvera de l'or, car l'or est son trésor préféré. On ne sait pas encore comment Goaz va réagir à cette attaque, mais je peux t'assurer que des temps passionnants nous... Liam se prépare également et se lance dans la zone de combat. Il affronte les méchants pirates, qui ne sont pas à la hauteur de ses compétences, puis utilise ses poings fusées pour attaquer les vaisseaux pirates et les faire exploser en arrachant leurs câbles vitaux. Bientôt, toute la flotte pirate est anéantie et Liam ordonne à Amaji d'envoyer tous les soldats méchants sur la planète au trésor afin de récupérer tout ce qu'ils trouvent. Liam et ses chevaliers méchants attaquent la planète au trésor, détruisant sa surface extérieure pour se frayer un chemin à l'intérieur. Un scientifique, situé à l'intérieur de la planète, panique alors que les attaques de l'armée de Liam détruisent ce qu'il reste de leur système de défense. Il se précipite vers la salle de contrôle où il apprend qu'ils sont attaqués et que tous les vaisseaux pirates qui montaient la garde autour de la planète ont été détruits. Pendant ce temps, Liam a finalement pénétré dans les entrailles de la planète et se retrouve face à face avec quelques pirates en armure mécha. Il ne perd pas une seconde pour les découper, et lorsque le capitaine de SE Troupes arrive sur place, le travail est déjà fait. Le capitaine lui annonce qu'ils ont également éliminé les pirates de leur côté, et Liam leur ordonne de continuer à dégager le passage tout en cherchant la salle du trésor. Soudain, il revoit le chien lumineux et décide de suivre sa trace. Ce choix s'avère judicieux, car le chemin le conduit à la salle de contrôle, où le scientifique et 16 hommes se rendent immédiatement. Liam est satisfait de la tournure des événements et demande au scientifique de lui remettre tout le trésor. Lugo lui demande quel genre de trésor il souhaite, car il possède des objets de grande valeur ainsi que les animaux de compagnie que le capitaine pirate Goaz collectionne. Liam pense que le chien qu'il a vu plus tôt doit être l'un de ces animaux de compagnie, et il interroge le scientifique à leur sujet. Ce dernier commence à penser que Liam est lui aussi un sadique pervers comme Goaz, qui aime transformer les gens en animaux de compagnie, et il lui propose de transformer les animaux en chiens obéissants s'il le souhaite. Liam ne comprend pas un traître mot de ce qu'il raconte, alors le scientifique décide de le conduire au laboratoire où il garde tous ses sujets. En lui montrant les filles qui ont été transformées en horribles monstres à cause de ses expériences, un soldat commence à vomir, incapable de supporter cette vision. Tandis que le capitaine le réprimande pour sa faiblesse, Liam continue d'avancer et son regard se fixe sur un sujet d'expérience en particulier. Le scientifique lui dit qu'il a l'œil, car celle-ci est l'animal de compagnie préféré du capitaine Goaz. Alors que le scientifique ne cesse de jacasser à propos de cette fille qu'il qualifie de chef-d'œuvre, Liam sent la nausée monter, se souvenant de sa vie passée où il était traité comme moins qu'un être humain. Il ne peut supporter de voir un salaud faire souffrir d'autres personnes de cette manière, alors il lui tire une balle dans la tête en plein milieu de sa tirade. Il commence ensuite à inspecter la pièce, mais la voix d'une fille ressemblant à une pieuvre, avec des yeux dans les paumes de ses mains, l'interpelle. Elle lui demande qui il est,
et Liam se présente, lui disant qu'il a pris le contrôle de cette planète et qu'il a tué la personne responsable. La fille en est émue aux larmes, pensant que sa souffrance va enfin prendre fin. Elle supplie Liam de mettre fin à ses souffrances et à celles des autres filles, car elles ne pourront plus jamais vivre comme des humaines. Cependant, Liam déclare avec assurance qu'il va toutes les sauver et qu'en échange, elles devront lui rendre ce service un jour. Sur ces mots, il s'éloigne, ordonnant à ses soldats d'appeler un médecin et de transporter les filles jusqu'à son vaisseau pour qu'elles soient soignées. La fille le supplie d'arrêter, car elle sait qu'elle ne pourra pas être sauvée, et le capitaine la prend en pitié, mais il ne peut désobéir aux ordres directs de Liam. Il essaie de le convaincre de changer d'avis, lui expliquant qu'il ne sera pas facile de traiter les filles, car cela nécessitera de régénérer l'intégralité de leur corps, ce qui coûte un élixir rare et requiert des médecins très compétents. Il ajoute que le coût pour sauver toutes ces filles est tout simplement trop élevé, mais Liam lui répond qu'il est de bonne humeur en ce moment, et qu'accomplir de bonnes actions de temps à autre ne fait pas de mal. C'est alors qu'il reçoit un message d'Amaji, lui annonçant qu'ils ont trouvé la véritable salle au trésor. Liam est ravi de l'entendre, car cela signifie qu'ils viennent de réunir les fonds nécessaires pour soigner les filles. Pendant ce temps, la fille nommée Christina, celle qui avait supplié Liam de la tuer, continue de pleurer sur son sort. Elle était autrefois la chevalière princesse du Saint-Royaume, et tout le monde était fier de ses exploits dans la lutte contre les pirates. Cependant, lorsqu'elle partit affronter Goaz et ses hommes, elle fut piégée et capturée, puis les pirates firent exploser sa planète natale sous ses yeux. Sa famille fut prise de panique, car les pirates n'auraient jamais dû pouvoir franchir les défenses de l'Alliance unie qui protégeait la région. Mais ils comprirent vite que l'Alliance les avait trahis. Les boucliers qui les protégeaient ne purent résister bien longtemps, et bientôt, la planète tout entière fut détruite. Christina était complètement anéantie par tout cela. Mais ces malheurs ne faisaient que commencer. Après avoir détruit sa planète, Goaz l'emmena, elle et ses subordonnés, sur son île au trésor. Alors que tout le monde était terrifié, Christina s'accrochait encore à l'espoir et assurait à ses compagnes que de l'aide finirait par arriver. Lorsque Goaz vint la voir, Christina lui dit de la tuer sur le champ s'il le voulait, car elle préférait mourir plutôt que de vivre une vie d'humiliation. Le capitaine pirate éclata de rire, disant qu'il l'aurait déjà tuée depuis longtemps s'il avait voulu ça. Mais il avait gardé tout le monde en vie parce qu'il voulait les ajouter à sa collection. Il déclara ensuite qu'il avait changé d'avis et qu'il allait libérer une seule des filles. Il demanda à Christina de choisir, et après avoir été pressée, elle désigna la fille qui semblait la plus terrifiée. Mais ce fut un piège répugnant. Goaz prit la fille que Christina avait choisie comme premier sujet d'expérience. Il la donna au scientifique, qui s'était transformé en un monstre aux multiples bras, et celui-ci commença à découper son corps. Christina perdit la raison et supplia Goaz d'arrêter. Mais il se contenta de rire et lui dit que s'il arrêtait maintenant, la fille mourrait. Traumatisée, Christina n'eut pas d'autre choix que de laisser le scientifique démoniaque expérimenter sur la jeune fille. Il la transforma rapidement en un monstre, et tandis que Christina assistait à cela avec horreur, Goaz lui dit qu'elle allait bientôt devenir quelque chose d'encore plus spectaculaire. Elle lui demanda comment il pouvait faire une chose pareille, et il lui répondit qu'il aimait ça. Il déclara que ce n'était pas juste qu'il soit aussi laid, alors il transformait de belles jeunes filles en monstres hideux et les regardait se briser complètement. Peu après, il la traîna jusqu'au fauteuil d'expérimentation, et Christina ne put plus faire preuve de bravoure. Elle le supplia d'arrêter, promettant de faire n'importe quoi en échange, mais il se moqua d'elle, affirmant qu'elle allait devenir son animal de compagnie préféré à partir de maintenant. Il lui dit qu'il ne l'avait pas choisie en premier exprès, car il voulait voir à quel point elle deviendrait laide et désespérée. Goaz ordonna alors aux scientifiques de lui arracher les globes oculaires et de les implanter dans ses mains pour qu'elle puisse voir à quel point elle était devenue hideuse, même sans miroir. Christina continua de pleurer et de hurler, mais cela ne servit à rien, et elle fut transformée en un monstre vert et repoussant. Le reste de ses compagnes subit ensuite le même sort. De retour au présent, Liam rentre sur sa planète natale et Nias vient lui rendre visite. Elle a appris sa victoire sur la base pirate et lui demande d'acheter encore plus de vaisseaux de guerre pour célébrer l'occasion. Liam lui dit d'arrêter de le ruiner, mais Nias réplique que ces vaisseaux ont été utiles et qu'il a tiré un énorme profit du raid, donc il devrait investir un peu plus d'argent.
Elle essaie à nouveau de le séduire, mais Liam n'est pas d'humeur à tomber dans ses pièges, alors il lui dit de la fermer. Quand ces tentatives de séduction et de chantage ne fonctionnent pas, Nias rappelle à Liam que c'est elle qui lui a obtenu la permission d'entrer dans la porte de distorsion, et il accepte finalement d'écouter sa demande, cette fois-ci. Il demande à Amagi combien de vaisseaux ils peuvent acheter avec le trésor qu'ils ont trouvé, et elle lui répond qu'après avoir déduit les dépenses nécessaires, ils ont assez d'argent pour acheter 5000 vaisseaux. Liam est choqué d'entendre cela, mais Nias s'enfuit immédiatement en disant qu'elle va préparer une commande de 5000 vaisseaux pour lui. Amagi se lance alors à sa poursuite, essayant de l'arrêter avant que cette folle ne prépare vraiment autant de vaisseaux. Au même moment, Yasu marche dans les couloirs, se demandant quelle excuse il pourrait inventer cette fois pour demander encore de l'argent à Liam. C'est alors que Nias passe devant lui, en appel visio avec un collègue, à qui elle dit qu'elle a décroché une commande gigantesque de la part de Liam après avoir mis sa dignité en miettes. Comme toujours, Yasu pense que Liam traite Nias comme son jouet, et il se met en colère, à la grande joie du guide, qui rôde dans les environs dans l'espoir que Liam vive des émotions négatives intenses. Pendant ce temps, Liam cherche Nias, mais c'est Yasu qui le trouve en premier et lui dit de le suivre. Ils se rendent sur le terrain d'entraînement, où Liam est aveuglé par un bandeau et son épée est alourdie avant de subir un autre des entraînements impossibles de Yasu. Cette fois, Yasu utilise des dizaines de drones télécommandés qui lui tirent dessus avec des balles de tennis venant de toutes les directions et à une vitesse encore plus grande qu'avant. Liam n'arrive même pas à réagir et se fait toucher encore et encore, puis Yasu augmente encore la puissance. Liam tombe immédiatement au sol, disant qu'il ne peut pas bloquer toutes les attaques avec une seule épée, mais Yasu lui ordonne d'arrêter de se chercher des excuses et de trouver la solution par lui-même. Cela donne alors à Liam l'idée d'utiliser la magie, comme il l'avait fait la dernière fois, mais cette fois-ci à des fins défensives. Il tente de convertir sa magie en barrière, et y parvient immédiatement. Alors que la barrière renvoie toutes les sphères, Yasushi observe Liam, bouche bée, tandis que ce dernier commence son fameux discours du « Je comprends maintenant ». Il utilise ensuite la barrière pour renvoyer toutes les sphères dans leur direction d'origine, détruisant ainsi tous les drones. Liam retire alors son bandeau et demande à Yasushi s'il a bien fait, mais ce dernier a été touché par plusieurs sphères. Il commence à paniquer en réalisant que Liam est véritablement un génie et qu'il va bientôt découvrir son imposture. Yasushi sait déjà que Liam a exécuté des officiers corrompus et vaincu des flottes pirates, et il craint qu'une fois la vérité révélée, Liam ne le tue. Il décide donc de fuir avant que cela n'arrive et commence à s'éloigner. Liam lui demande où il va, et Yasushi répond qu'il n'a plus rien à lui enseigner. Il lui dit qu'il a déjà tout appris de lui et qu'il ne lui reste plus qu'à s'entraîner comme il le souhaite, car le chemin de l'escrime est sans fin. Liam s'écrie qu'il ne veut pas cela, qu'il veut continuer à s'entraîner avec lui, mais Yasushi lui crie d'arrêter de faire l'enfant. Il affirme qu'il est lui aussi encore un élève, malgré ses compétences, et qu'il doit continuer à progresser. Or, avoir Liam accroché à lui ne l'aidera pas dans ce sens. Yasushi se tourne ensuite vers Liam et lui annonce qu'il a officiellement été diplômé. Il est désormais un maître de la voie de l'éclair. Il lui dit que c'est maintenant son devoir, en tant que maître, de répandre ce style à travers l'univers, ce que Liam accepte avec joie. Mais à peine s'est-il retourné que Yasushi prend la fuite à toutes jambes. Quant à Liam, il n'a jamais été aussi comblé. Sa dette diminue, son territoire prospère, il a vaincu des pirates, et maintenant son maître a reconnu ses talents. Il remercie le guide pour tout cela. Et ce dernier, ce pervers étrange, s'enfuit dans un autre univers avant d'être anéanti par les émotions positives débordantes de Liam. Quelques jours passent, et Liam est de nouveau insatisfait de sa vie. Il se plaint auprès de Brian et d'Amagi du fait que, en tant que plus grand seigneur maléfique de ce monde, il veut faire payer tout le monde à cause de l'injustice de sa vie passée. Amagi, ne comprenant pas vraiment son ambition, approuve en disant qu'il devrait effectivement payer tout le monde. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il devrait rembourser ses dettes, mais Liam balaie cela d'un revers de main, disant qu'il le fera plus tard. Pour l'instant, il veut profiter de sa vie de seigneur maléfique, et pour cela, il lui faut du pouvoir, de l'argent, et surtout, un harem rempli de femmes séduisantes. Il a déjà le pouvoir,
puisqu'il est un maître épéiste certifié et talentueux. À présent, il veut obtenir de l'argent. C'est alors que le marchand Thomas lui rend visite pour le féliciter d'avoir vaincu les pirates. En cadeau, Thomas lui apporte ce que Liam aime par-dessus tout, de l'or et en grande quantité. Liam est heureux, mais il se doute qu'il y a une contrepartie. Il demande donc à Thomas ce qu'il attend en retour, et ce dernier explique que son convoi de marchands doit traverser un territoire dangereux. Il espère pouvoir utiliser la flotte de Liam, 100 vaisseaux pour être précis, comme escorte. Liam se tourne vers Amagi et, après avoir confirmé qu'ils en ont suffisamment de disponibles, accepte de prêter quelques vaisseaux à Thomas, mais lui rappelle subtilement que, la prochaine fois qu'il reviendra, il devra lui apporter encore plus d'or. Après sa rencontre avec Liam, Thomas, accompagné de son assistant, traverse une grande ville du territoire Benfield en voiture. Il s'exclame à quel point cet endroit est devenu prospère et avancé en seulement quelques années. Il constate que cela n'a été possible que parce que Liam a utilisé la majorité des revenus fiscaux pour développer le territoire. Thomas félicite Liam, le qualifiant de souverain avisé, bien que sa seule obsession étrange soit l'or. Quoi qu'il en soit, puisque l'or est peu coûteux, Thomas ne s'en soucie pas et espère que les affaires continueront de bien se porter pour les deux parties. De retour au manoir de Liam, ce dernier donne ses nouveaux lingots d'or à Amagi, lui demandant de les transformer en pièces d'or, en bains d'or, et de remplir ses bains avec de l'or. Il s'installe ensuite sur son trône, heureux d'avoir enfin accepté un pot de vin, et d'avoir agi comme un véritable seigneur maléfique, avec suffisamment d'or dans ses réserves. À présent, il n'a plus besoin de se soucier de l'argent. Il ne lui manque plus qu'une chose pour pleinement profiter de la vie: des femmes. Il décide donc de se constituer un harem et de réaménager une immense salle pour en faire une pièce digne de son futur harem. Son majordome, Brian, ne prend même plus la peine de remettre en question ses décisions. Il se contente de suivre le mouvement, sachant parfaitement que Liam prépare encore quelque chose de totalement farfelu. Bref, Liam partage son plan: construire une piscine à cet endroit et la remplir de vin, suspendre de la viande, disposer des fruits partout et, évidemment, aligner de magnifiques femmes dans chaque recoin. Amagi l'interrompt. Mais avant même qu'elle puisse lui faire part de son avis sur l'extravagance de son idée, Liam lui coupe la parole en affirmant que ses désirs sont absolus. Mais ce n'est pas ce qu'Amagi voulait dire. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas au fait que Liam gaspille une fortune pour décorer une salle inutile, mais ce qui la dérange, c'est son idée de remplir une piscine d'alcool. Apparemment, cela pourrait être dangereux car la pièce pourrait se remplir de vapeurs inflammables. En apprenant qu'il y a un risque d'explosion ou d'incendie, Liam commence à se demander s'il ne devrait pas revoir son plan. Amagi poursuit, lui expliquant que boire de l'alcool contenu dans une piscine est tout simplement répugnant. Avant même que Liam ne puisse répliquer, elle se lance dans une explication scientifique détaillée qui finit par le convaincre que son idée est effectivement absurde. Brian intervient enfin à son tour pour expliquer pourquoi suspendre de la viande dans une pièce comme celle-là est une très mauvaise idée. Après un long discours de ses deux assistants, Liam finit par admettre que son plan est stupide et plutôt douteux. Mais malgré tout, il tient toujours à avoir un harem. Et lorsque Amagi et Brian, contre toute attente, lui donnent leur accord pour avoir autant de femmes qu'il le souhaite, Liam est abasourdi. Il semble qu'il ait oublié à quel point il détient pouvoir et autorité, et que la plupart des personnes de son rang possèdent déjà leur propre harem. Il est donc juste que Liam ait le sien. Brian en profite pour repartir dans une nouvelle tirade, expliquant qu'il pensait que Liam n'avait aucun intérêt pour les femmes, qu'il n'était attiré que par des poupées androïdes et que l'idée de le voir sans héritier l'angoissait profondément. Le vieil homme commence même à mettre la pression sur Liam pour qu'il produise un héritier le plus rapidement possible, avant qu'un pirate ou un autre danger ne le tue. Mais Liam l'ignore royalement et se concentre sur la construction de son harem, décidant qu'il y aura 100 femmes. Lorsqu'il découvre que 100 femmes dans ce monde ne représentent qu'un nombre dérisoire, Liam cherche le soutien d'Amagi, qui estime que Liam devrait en avoir au moins 1000. Pris de panique,
Liam décide alors d'annuler tous ses projets et de ne choisir qu'Amaji comme partenaire. Mais après avoir été suffisamment convaincu par Brian, il accepte finalement, à condition de ne sélectionner que des femmes qui ne veulent pas de lui, puisque c'est ce que ferait un vrai méchant. Avec cet objectif en tête, il se rend en ville et approche sa première victime, qui, en le voyant, tombe immédiatement sous son charme. Gênée et dégoûtée, Liam est encore plus perturbée lorsqu'elle arbore un ballon nasal, un accessoire à la mode en ce moment. Il retourne en hâte à son manoir et ordonne l'interdiction immédiate de cet objet, qu'il qualifie de véritable tue-l'amour. Lors d'une visite à la plage, il découvre que les femmes sont entièrement couvertes et comprend qu'il doit changer le sens de la mode sur cette planète. Il ajoute alors un objectif secondaire: développer la mode. Il ordonne à Amaji de réunir immédiatement de bons stylistes. Mais selon Amaji, changer la mode à lui seul suffirait à dépasser leur budget annuel. Liam décide donc de reporter ce projet et choisit une alternative: faire venir de belles femmes d'autres planètes. Amaji s'y oppose, lui rappelant que son manoir abrite déjà les plus belles femmes de ce territoire parmi ses servantes, et qu'il n'a donc nul besoin d'en faire venir d'autres. Mais Liam refuse de s'approcher d'elle, car l'objectif est justement de trouver des femmes qui ne s'intéressent pas à lui. Amaji suppose alors que Liam est en réalité attiré par les hommes, mais trop timide pour l'avouer. Pourtant, ce n'est pas le CA, et bien décidé à lui prouver le contraire, il se demande ce qu'il devrait faire. De son côté, Christiana, grâce à la technologie médicale de ce monde, a retrouvé son corps d'origine. Elle pense vivre un rêve qu'elle ne veut jamais voir se terminer. En apprenant par le médecin que Liam a payé l'élixir, un remède miracle utilisé sur elle et sur les autres captifs pour régénérer leur corps, elle est submergée d'émotions. Quoi qu'il en soit, elle se rappelle les mots de Liam. « Il faudra me rendre l'appareil un jour » et se demande si elle pourra un jour revoir son sauveur pour lui rendre. Les villageois se rassemblent de nouveau à la taverne pour parler de ceux qu'ils vivent tous. Et tout ce qu'ils ont à dire sur Liam n'est que des éloges. Ils évoquent comment il a combattu les pirates, récupéré leurs navires, lesquels ont ensuite servi à développer la ville. Maintenant, tout le monde a du travail, et même tellement de travail qu'ils n'ont plus de temps libre. La ville est en plein essor. Le peuple est heureux. Liam est un véritable bon seigneur, mais le guide, lui, est assis là, furieux. Il s'attendait à ce que Liam gouverne une ville sans héritage, sans argent, en misère totale, infligeant souffrance à ses gens. Il comptait ainsi tirer profit non seulement du malheur de Liam, mais aussi de la détresse des habitants. Alors, déçu, il part ailleurs, espérant entendre des plaintes. Il rend visite à l'ancien capitaine banni de l'armée impériale et assigné à l'escadron de Liam. Mais, au lieu d'être en colère contre leur sort ou contre Liam, ce n'est pas du tout le CA. Ils expliquent qu'ils prennent plus de plaisir à travailler pour Liam qu'ils n'en ont jamais eu dans l'armée impériale. Avec lui, ils se sentent libres, maîtres de leur volonté. Ils reconnaissent que Liam est le meilleur seigneur, malgré sa jeunesse. Il est éduqué, visionnaire. En entendant cela, le guide ressent une tristesse accablante. Il les avait envoyés là pour qu'ils se retournent contre Liam, pour qu'il l'infiltre et qu'une rébellion naisse. Mais au lieu de cela, il lui jure fidélité. Quel gâchis! De son côté, Yasushi s'est finalement enfui loin de Liam, espérant que ce dernier ne le cherchera pas et qu'il n'aura aucun problème. Mais il reste constamment hanté par la peur que Liam découvre un jour la vérité et le punisse. Perdu dans ses pensées, il écoute les nouvelles à la télévision et apprend que Liam est acclamé pour avoir vaincu les pirates. Lors du discours, Liam déclare qu'il ne peut attribuer sa force qu'à son maître, Yasushi, celui qui lui a enseigné la voie de la chair. Quand Yasushi entend cela, une vague de panique le submerge. Il s'inquiète à nouveau. Et si Liam le retrouvait? Le guide arrive sur place à son tour et constate avec horreur que Yasushi est lui aussi célébré. Quand il avait envoyé Yasushi à Liam, c'était pour saboter son avenir.
Il pensait que ce charlatan ne lui apprendrait rien du tout. Mais à présent, il est totalement désemparé. Finalement, Goaz s'échappe et retourne auprès de ses pirates après une grande guerre contre l'armée impériale. Il se demande comment les choses ont pu tourner aussi mal pour lui. Heureusement, lorsqu'il demande des nouvelles de ses vaisseaux, il apprend que certains sont encore en bon état, ce qui le rassure un peu. Il demande alors ce qu'il s'est passé à Domos et comment ces hommes se sont retrouvés dans l'armée impériale au lieu d'être du côté de Benfield. Il suppose qu'il a été trahi à Domos et commence à préparer sa vengeance. Mais à ce moment-là, le guide apparaît. Enfin, il tient quelqu'un qu'il peut convaincre de s'opposer à Liam. Le guide lui rappelle que c'est Liam qui a détruit ses pirates et que s'il devait se battre contre quelqu'un, ce devrait être lui. Goaz suit ce conseil et décide qu'après avoir réparé ses vaisseaux, il s'en prendra à Liam. De son côté, le pauvre Liam innocent est tranquillement chez lui, profitant de la présence de ses servantes. Elle lui prépare ses repas, lui évente sa nourriture avant qu'il ne mange. Mais il n'est toujours pas satisfait. Il a l'impression que, pour être un vrai seigneur maléfique, il doit être bien plus diabolique qu'il ne l'est actuellement. Amagi remarque son insatisfaction et lui demande ce qu'il souhaite de plus. Elle lui propose différentes idées pour tenter de le satisfaire, mais il les rejette toutes. Quand elle lui parle de prendre plus d'épouses, il lui demande si elle serait d'accord. Elle lui rappelle qu'elle est un robot. Elle n'a pas d'avis. Elle ne cherche que son bonheur. Mais Liam ne veut pas qu'elle souffre à cause des nombreuses femmes qu'il pourrait épouser, même si elle insiste sur le fait qu'elle ne peut pas être blessée. Elle lui propose alors d'avoir plus de robots à la place, mais elle précise que Brian ne serait pas d'accord. Liam se moque bien de la vie de Brian. Le lendemain, Amagi lui donne une mise à jour concernant leurs dettes. Elle lui explique combien ils ont déjà remboursé et comment leur taux d'intérêt diminue grâce aux nombreux paiements effectués. Liam se satisfait de cette réalité actuelle, mais demeure préoccupé. Son intention n'a jamais été d'être un bon seigneur, mais un seigneur maléfique. Malheureusement, il doit rester attentif à l'état de la ville s'il veut obtenir suffisamment d'argent pour payer ses dettes. Amagi lui demande alors ce qu'il souhaite, en tant que seigneur du mal. Il lui révèle qu'il aimerait augmenter les taxes et aspirer toute l'énergie de ses citoyens. Pour elle, c'est une mauvaise idée. Agir ainsi ne ferait que ruiner l'économie locale, et il n'y aurait plus assez de monnaie en circulation pour rembourser les dettes. Il reconnaît qu'elle a raison, mais ne semble pas s'en soucier. Pourtant, il réfléchit à quel point sa vie est agréable maintenant et combien sa présence à ses côtés lui est précieuse. Il accepte donc de vivre ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il rembourse ses dettes. Il a demandé à Amagi de fabriquer plusieurs robots qui travaillent comme domestiques. 3 de ces robots se plaignent qu'il n'y a littéralement personne au château pour leur donner du travail, alors elle continue de nettoyer des endroits inutiles. L'une d'elles raconte qu'elle a changé sa coiffure pour ressembler à celle de sa collègue, et elle est choquée que Liam l'ait reconnue et différenciée malgré le fait qu'elles aient le même corps. Elle chérit la vidéo où Liam l'a reconnue et affirme l'avoir gardée. Les autres envisagent de faire la même chose, mais Amagi vient les avertir. Elle supprime la vidéo, leur rappelant que les robots sont illégaux et que si elle continue à essayer d'attirer l'attention de Liam et à se rapprocher de lui, cela affectera sa réputation. L'une d'elles lui demande si le fait qu'elle soit proche de lui n'affectera pas aussi sa réputation. Elle admet que c'est le CS, mais dit qu'elle n'a pas le choix, car c'est ce que Liam veut. Alors qu'elle s'en va, elle se demande si elle ne cherche pas simplement à le monopoliser pour elle seule. Soudain, Brian arrive avec une mauvaise nouvelle. Il annonce que Goaz a déclaré la guerre à leur ville. Il convoque les conseillers afin qu'ils discutent d'une contre-mesure. Il lui explique ce que Goaz demande. Beaucoup d'argent, de beaux hommes et de belles femmes. S'il lui donne tout cela, il partira. Liam est préoccupé. Brian pense que c'est parce qu'il aime la ville, mais en réalité, Liam est inquiet parce que Goaz ressemble au seigneur maléfique qu'il aspire à devenir. Il compare son armement à celui de Goaz et il semble plus faible. Il pourrait aller au combat. Mais en y réfléchissant, la prime sur... Alors qu'ils discutent, le temps se fige soudainement et le guide lui rend visite. Le guide a compris que Liam hésitait à se battre, alors il vient le convaincre de prendre part au combat, lui disant que le pirate Goaz possède de nombreux trésors et que combattre Goaz lui rapportera à la fois de l'argent et du prestige.
Liam suppose que le guide agit dans son meilleur intérêt. Alors après le départ du guide, il annonce qu'ils vont se battre. Cela choque ses conseillers. Quelle sera l'issue de cette grande guerre? Le guide, comme tous les autres jours, erre à la recherche des émotions négatives que les gens libèrent dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, il visite une boulangerie très fréquentée où est vendu le croissant papaye mangue en édition limitée. Une jeune fille dans la file d'attente est impatiente d'arriver à son tour, mais tous ceux qui sont devant elle n'achètent que ce croissant papaye mangue, ce qui la frustre et lui fait craindre que l'article soit en rupture de stock. Dans sa tête, elle supplie les personnes devant elle de lui laisser au moins un croissant, mais comme ils achètent 2, 4, 6 croissants chacun, elle perd espoir et fond en larmes. Avec une seule personne devant elle et 2 croissants restants, elle espère que cette personne se contentera d'en acheter un seul, mais à sa grande surprise, cette personne achète les 2 croissants, brisant son rêve de savourer un bon goûter cet après-midi. Alors qu'elle s'éloigne, dépitée, incrédule et déçue, le guide dévore avec plaisir ses émotions négatives, les trouvant délicieuses. Juste au moment où la jeune fille s'apprête à partir, le boulanger annonce qu'ils viennent de préparer d'autres croissants pour leurs clients, ce qui la fait revenir en arrière, libérant des émotions positives et agaçant le guide qui ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Il abandonne cette collation et décide de s'attaquer au plat principal, espérant trouver un Liam